Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Exceptionnel, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Blanchard. On va faire un bilan de sa saison 2024. Il y a énormément de choses à dire, il nous a fait de très belles révélations. Et puis on va aussi parler de l'avenir et de sa saison 2025 qui se profile d'ores et déjà. J'ai hâte que vous découvriez cet épisode. Bon visionnage. Salut Matt, Salut Guillaume. ça va bien? Bienvenue. Ça va. C'est plus dur qu'un ultra trail Ouais, pour trouver. de passer 2 jours dans Paris. Et le théâtre Édouard VII, c'est pas mal non plus, non? C'est pas mal non plus, ouais. Ouais. C'est mieux d'être assis dans les fauteuils rouges qu'être sur la scène. On va pas- T'avais pas l'air stressé, hein, y a rien qui bougeait. Bah écoute, un bon poker face quoi. Ouais, t'étais mal. Ouais, quand tu rentres sur scène comme ça, t'as 700 personnes devant là. Le check. Ouf, il a bien Il est claqué bien, celui-là. Avec Joli. 2 mains, ouais, c'est pas évident. Et ben on est parti. Salut Mathieu, Salut Guillaume. je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à Paris pour ce long moment d'échange. Je suis heureux que nos chemins se recroisent à nouveau. C'est vraiment un immense plaisir. J'espère que tu le sais. On va partager aujourd'hui un épisode spécial qui va être consacré au bilan de ton année 2024. Et puis on va aussi se projeter sur ce qui t'attend en 2025, sur ce que tu peux nous dire en tout cas aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire évidemment sur cette année. On regarde l'intensité et la beauté de ton année. Ça a été une année complètement folle, une de plus qui touche bientôt à sa fin. Cet épisode, on le réalise en collaboration avec Shox, qui est un de tes partenaires, qui propose des écouteurs sans fil à oreille libre qui sont adaptés pour le sport, qui permettent de s'immerger dans de la musique et bien sûr des podcasts, tout en restant ouvert à son environnement et à la nature, notamment grâce à la technologie de conduction osseuse. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Je donne rendez-vous d'ailleurs à nos auditeurs pour, à la fin de l'épisode, un petit code promo qui sera à leur dispo. Si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël et vous voulez bénéficier d'une petite réduction sur les casques Shox, vous êtes au bon endroit. Mathieu, avant de démarrer l'épisode, enfin pour démarrer l'épisode en tout cas, je voudrais qu'on parle de ton actualité brûlante. C'était hier soir, j'ai eu la chance d'y être. Tu étais sur les planches, Mathieu. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et comment tu as vécu ce moment? Oui, c'est assez fou, hein. Je suis allé donner une conférence au théâtre Édouard VII. Alors il faut savoir qu'il m'arrive de donner des conférences en entreprise, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'en général, les gens sont à plat, c'est dans des environnements un petit peu plus éclairés. Là, le théâtre Édouard VII, j'étais jamais allé, c'est quand même quelque chose de magnifique, un théâtre à l'italienne, avec les Velours beaux rouge, velours doré, rouges, les balcons en bois, c'est assez impressionnant. Et je dois avouer que quand je suis monté sur scène hier soir, quand il y a 700 personnes qui braquent leurs yeux sur toi, j'ai eu une montée de stress qui était quand même beaucoup plus grande que le stress que je peux ressentir sur le départ d'un ultra trail. Donc clairement, quand on vient de la montagne, on n'est pas habitué à ça. Et je ne sais pas si tu te souviens de l'introduction que j'ai dite, mais c'est assez marrant et c'est ce que j'ai pensé en coulisses. C'est que j'ai lacé des chaussures de course en 2014 pour la première fois. Et si quelqu'un était venu me dire, Mathieu, dans quelques années, tu te retrouveras à parler de course à pied au théâtre Édouard VII à Paris, je l'aurais pris pour un fou. Ouais. Et il avait raison pourtant. Et il a eu Oui. raison. Il a eu raison. Qu'est-ce que tu as aimé de l'exercice? Ça a été évidemment un peu stressant, mais il y a des choses qui t'ont plu d'être dans cette peau-là aussi. Ça te va bien? Oui, j'ai bien aimé. En fait, c'est un de, je sais pas si tu as vu dans mes chapitres, il y a la notion de pourquoi qui est très très importante pour moi. C'est la fondation de tout le projet de vie. Hein. C'est ce qui donne du sens, c'est ce qui donne l'énergie à franchir ces obstacles. Et l'un de mes pourquoi parmi d'autres, c'est vraiment cette notion de partage. Moi, j'ai trouvé énormément de ressources, d'énergie et de gratitude quand je reçois des messages en direct comme avec toi ou via des commentaires d'une personne qui me dit Mathieu, ce que j'ai écouté ce soir au théâtre Édouard VII m'a donné envie moi aussi d'expérimenter, d'essayer de prendre des objectifs ambitieux, de prendre des risques. Et là, si je te sors mon téléphone, il y a quelques messages d'hier soir qui vont dans ce sens. Donc ça, c'est quelque chose qui me nourrit et qui donne beaucoup de sens à ma vie. Il y a eu beaucoup de monde pour la dédicace, ça faisait un tour entier. Je pense que tu n'as pas pu voir, enfin, tu as dû te rendre compte en signant tous les bouquins, mais ça faisait le tour entier des escaliers du théâtre. Effectivement, il y avait beaucoup de monde, ce qui fait que mes amis qui m'attendaient au bar à côté, la bière a eu le temps de réchauffer. Mathieu, on va commencer comme le veut la tradition du podcast avec un petit instant éphéméride et une petite question un peu à la con, on va le dire. Le 10 décembre 1993, donc c'était il y a 31 ans, c'était la fin de la construction du tunnel sous la Manche. J'ai un petit vrai-faux sur le sujet. En juillet 2014, durant le Tour de France, le cycliste Chris Froome a traversé le tunnel sous la Manche à vélo pendant un jour off de la course en 55 minutes. Vrai ou faux, tu penses? Bah, s'il a mis son vélo dans le train, c'est possible, mais s'il était sur des rails en vélo, non, je dirais faux. Non, non, c'est vrai. Il y a un passage où tu peux passer. Ah, il y a une ouais, route ouais, ouais, Ah, je savais pas. ouais, il l'a fait. Belle Ouais. anecdote. En 2014 et 2019, les collaborateurs de Eurotunnel ont pu vivre l'expérience d'un marathon dans ce tunnel.
Si Froome il l'a fait, j'imagine que c'est vrai. Ouais, absolument. Et une petite dernière, le tunnel sous la Manche fait partie des 10 plus longs tunnels au monde. Vrai ou pas vrai? Top 10, ouais, ça rentre. Pas loin, 12. 12e, ok. 12e, ouais, 12e. En plus, je devrais le savoir parce que mon petit frère Thomas, ingénieur, il est spécialisé en tunnels. C'est une vraie top, il fait que ça. Ouais. Il a participé par exemple à la construction des tunnels sous la Seine Ok. pour les Jeux Olympiques. Ah, génial. Il était dans les chefs de chantier pour assainir finalement l'eau de la Seine. Donc je connais très très bien le domaine des tunnels via mon petit frère. Incroyable. Bon, 12e, c'est pas loin. Il y a déjà trois lignes de métro chinoises qui sont déjà plus longues que le tunnel sous la Manche. Ça fait Ok. réfléchir. Et c'est pas le plus long tunnel sous-marin. Bref, est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression d'être dans un tunnel sans fin, dans une course? Oui, souvent, effectivement, quand tu commences à avoir de l'expérience, parfois, un peu comme la vision nocturne, tu as cet effet tunnel qui est réel où voilà, tu as l'impression que tu es dans ce couloir et tu sais pas comment tu vas t'en sortir parce que tu es pris par le décor et par cette envie d'aller au bout, quoi. Donc, faut sortir du tunnel. Alors Mathieu, donc on va remonter le temps à la façon de Marty McFly. Au moment de démarrer 2024, donc on est en janvier 2024, comment tu te sens? Toi, tu as quoi dans ton sac à dos compte tenu de l'année 2023 que tu as vécue? Est-ce que c'est une année dont tu es satisfait? Qu'est-ce que tu vois comme optimisation? Enfin, qu'est-ce que tu projettes aussi sur 2024 à ce moment-là? Écoute Guillaume, c'est une bonne question. Chacune de mes années ont été très très différentes sur le plan sportif, sur le plan émotionnel, sur le plan humain. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'expérimentation. J'aime bien essayer des trucs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. L'année 2023, comme les précédentes, a été une année d'expérimentation et c'était une année particulière parce que c'est l'année où j'ai installé un camp de base aussi dans les Alpes, où j'ai quitté le Canada, où j'avais vécu pendant 10 ans. Donc ça a été un énorme changement pour moi. On n'efface pas comme ça 10 ans de vie, d'équilibre de vie dans un pays pour aller dans un autre. Je me suis lancé aussi des défis assez ambitieux. Faire un combo Western States UTMB, c'est quand même pas simple. Et dans cette démarche d'expérimentation, je m'étais dit, ok, pour la Western, il va falloir que j'apprenne à courir vite à plat. Donc j'étais parti au Kenya pour faire comprendre la culture des meilleurs coureurs au monde. J'ai enchaîné avec le marathon de Paris. J'ai mon livre qui est sorti, ça m'a bouffé beaucoup d'énergie. Marathon des Sables aussi. Après voilà, je me suis dit, ok, maintenant il me faut de la chaleur aussi pour la Western States. Je vais aller au marathon des Sables. Le marathon des Sables, ça reste quand même pas une balade de santé. Donc je suis revenu avec des marqueurs de santé assez faibles que j'ai eu du mal à faire remonter. Pour la Western, c'était une erreur. J'en avais trop fait, mais expérimentalement, sur le papier, pourquoi pas? Ça aurait pu marcher. Donc j'ai fait une Western States, avec une sorte de frustration parce que j'avais pas l'énergie que je sais ressentir dans mon corps sur cette course. Et une fois que la fatigue est installée, elle reste, elle perdure. Aller enchaîner avec un UTMB, ça fait juste en rajouter. Après je m'en sors pas si bien, tu vois. Une Western States en moins de 16 heures, ça reste quand même un top chrono. Le premier temps, le meilleur chrono français. Un UTMB difficile, mais une 4e place quand même, ça reste quand même valorisant pour moi, tu vois. Donc c'est pas non plus un échec total, mais voilà, c'était une saison en demi-teinte. J'en avais trop fait, j'en ai trop demandé. Voilà, j'ai dû un petit peu retrouver aussi des repères, énergétiques dans ce nouvel environnement. Donc j'ai envie de l'appeler l'année un petit peu de transition, l'année 2023 vers quelque chose d'un petit peu plus stable. Et donc là, tu aspires à plus de stabilité. Concrètement, ça se traduit par quoi à ce moment-là, au moment de définir un peu la configuration de ton année? Qu'est-ce que tu as envie de poser vraiment comme jalon, à la fois sportif et puis peut-être autre? Écoute, la stabilité, ça se définit d'abord par avoir un endroit de vie où on y passe beaucoup de temps. La nuance est importante parce que c'est vrai que c'est cool de voyager, d'être dans des hôtels confortables, mais en fait, c'est vraiment une question énergétique que même si tu es dans un endroit super confortable, si c'est pas chez toi, ça te pompe toujours plus d'énergie. Moi, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, je suis comme un chat en fait, je suis perdu. Même si la pièce n'est pas très grande, j'arrive pas à trouver où poser mon tapis pour faire ma routine de mobilité le matin ou faire mes planches. Ça me prend de l'énergie. Je me dis, bon là, il faut que j'aille faire des courses pour me faire un bon petit repas. J'ai aucune idée où aller. Maintenant, tu cherches. Donc ça a été Besoin vraiment d'ancrage. ça, d'ancrage, exactement. Et ça s'est vraiment matérialisé par ça. Je me suis dit, je veux passer du temps dans les Alpes sans trop bouger. Ça se matérialise aussi par le voyage. Ça a été vraiment une décision personnelle et consciente de moins voyager. Alors pour un côté de pure performance, de prendre un avion, bouger, voyager, ça te pompe de l'énergie à plein pouvoir. Et aussi, sur un côté aussi de conscientisation, d'un petit peu moins voyager à droite à gauche et de profiter un petit peu plus de son environnement direct.
Qu'est-ce que tu as posé comme course en premier pour ton année 2024? Alors 2024, la toute première course que j'ai posée, c'était la Diagonale des Fous. Je m'étais dit, le Grand Raid, je ne l'ai jamais fait, elle fait partie des 4 fantastiques de l'Ultra Trail. Ça faisait quelques années que je voulais y participer, que pour diverses raisons, je n'ai pas pu y participer. Donc là, c'était vraiment l'objectif numéro 1. Mais voilà, encore, c'est du Mathieu Blanchard, c'est l'expérimental. Je me suis dit, allez, et toujours plus. C'est pourquoi on a fait le combo Western UTMB. Ça n'a pas trop marché, ça ne sert pas tant de leçons. Allez, on va tenter un autre combo. L'UTMB, la Jag. Et puis c'est vrai que le choix de la diagonale est de cœur, le choix de l'UTMB est des raisons. C'est sûr que quand tu as une communauté, des amis, même mes proches, mes parents, alors Mathieu, on réserve le logement à l'UTMB, on est trop cool, on va venir avec les frères, on va passer un bon moment. Et puis la communauté, alors on sera là pour t'encourager cette année à l'UTMB. Et les partenaires, c'est génial si tu peux être à l'UTMB. Mais au bout d'un moment, parfois tu fais des choix qui sont pas, tu t'en rends même pas compte, tu vois, qui sont pas forcément les tiens. Et c'est ce qui fait qu'après, faire des combos comme ça peut plus ou moins marcher. Quelle place pour les coups de cœur tu te laissais? On va rentrer dans le détail de toute ton année, mais tu te laisses aussi de la latitude pour avoir des choses que tu dégaines un peu au dernier moment, ou ça a été un peu le cas sur la diagonale, même si ça faisait partie de ton projet quand même. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir aussi des courses qui sortent du chapeau, sur lesquelles il y a peut-être moins d'enjeux sportifs, mais qui viennent aussi mettre un peu de fraîcheur dans ton année? Oui, bien sûr, il faut trouver en fait une sorte d'équilibre sur une saison. Si tu fais que des choix de raison, de pure performance pour plus faire plaisir à d'autres personnes que toi-même, en fait, c'est sûr que tu vas te planter. Donc il faut trouver, cette juste quantité d'ingrédients à mettre dans tes courses entre le cœur, c'est ce que tu ressens, et puis la raison, il peut y avoir un petit peu des deux. Et voilà, moi j'aime bien aussi de la nouveauté. À la diagonale, je ne l'avais jamais fait. En préparation, j'ai fait la Maxi Race à Annecy. Je trouvais la trace super belle, faire le tour du lac. L'hiver, je me suis amusé à courir sur la neige aussi pour retrouver un peu les sensations du Québec avec cette magnifique course qu'on a aux Deux Alpes, là, le défi des Lumières, nocturne, magnifique. J'aime bien garder un petit peu de vitesse. Je me suis fait le demi-marathon de Paris aussi pour garder un petit peu de biomécanique de course. Et c'est des saisons qui sont un peu étranges, mais voilà, j'aime bien aussi. Je suis encore dans cette expérimentation. Mathieu, tu as commencé ta saison pas forcément là où on l'attendait, c'est-à-dire sur des skis. Oui. Tu t'es lancé dans un projet fou qui est la patrouille des glaciers, qui est une épreuve mythique de ski alpinisme, qui était une discipline à plein d'égards nouvelle pour toi, même le ski alpin, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir. Quel intérêt toi tu portais alors jusque-là au ski? Il y avait une forme de curiosité quand même, comme tu t'intéresses quand même très fortement à la montagne, j'imagine qu'il y avait un intérêt qui était déjà là. Qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de te lancer dans ce projet? Oui, bien sûr, habitant en montagne, c'est une activité qui est quand même aujourd'hui très présente, qui est pratiquée par beaucoup d'autres ultra-trailers. C'est sûr que je vois qu'ils performent beaucoup après leur saison de ski, mais je vois surtout qu'ils prennent beaucoup de plaisir. En étant en montagne, forcément, quand il y a de la neige, le terrain est plus compliqué à courir, il faut faire autre chose. Et donc j'ai essayé, j'ai mis des pots sous mes skis, j'ai appris à monter. Après, quand je suis arrivé en haut, que j'ai enlevé les pots, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi apprendre à descendre. C'est plus difficile. Pas le plus simple, ouais. Encorder en plus, j'ai vu ça. C'est plus difficile à encorder aussi plus tard. Ouais. Et c'est vrai que en fait, je me suis rappelé ma saison 2022. La saison 2022 où je fais cette UTMB en deuxième position, où j'ai des super sensations. Je me suis dit, cette course-là, j'ai eu un flow incroyable sur la course, je volais, tout était aligné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de trouver les clés pour retrouver à nouveau ces sensations-là. Qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Ok, avant la course, voilà comment je me suis préparé, comment je me suis reposé. Et je remonte, j'essaie de tout analyser en fait. Et je me souviens que début 2022, j'ai passé 3-4 mois sur un projet sur des skis, mais à plat, des skis nordiques, lors d'une petite aventure dans le grand froid Nord-Québec avec mon ami aventurier Loury. Et j'avais fait vraiment un gros entraînement autour de ça sans courir. Et ça ne m'avait pas empêché d'avoir des super sensations l'été. Je me suis dit, je vais essayer ça. Est-ce que ça peut marcher pour cette année, se remettre sur un autre sport complètement différent l'hiver? Et c'est aussi ça qui m'a poussé à me mettre au ski alpinisme. Maintenant, la course, la patrouille des glaciers, ça reste un peu le côté aussi performeur. Voilà, c'est un côté qui me plaît aussi quand on a une carotte un petit peu au bout du chemin, ça pousse à passer un petit peu plus d'heures sur les skis, parce que si ça tenait qu'à ma pure sensation, j'irais 3 heures skier, ça me suffirait. Mais là, tu vois, j'allais un peu plus.
Je faisais quelques exercices aussi d'intensité, comme on peut faire des fractionnés en course à pied, parce que j'avais cet objectif en tête quelques semaines plus tard. C'est 60 km et 100 000 mètres de D+, hein, c'est ça pour donner un Alors peu c'est d'idée, 60 km et 5000 mètres de dénivelé avec des passages sur des glaciers en altitude, encordement parce qu'il y a passage sur glacier, donc éventuellement passage en crevasse, donc il faut savoir me retenir quelqu'un qui passera à travers. Voilà, c'est maîtriser les techniques aussi de lecture du terrain, météo pour les avalanches, de sortir quelqu'un aussi avec ton DVA, ta sonde, ta pelle. C'est beaucoup d'exercices que j'ai fait. Malheureusement, j'ai pas pu faire ces 60 km parce que la course a été annulée pour des raisons météorologiques. Mais voilà, ce qui était important, comme toujours, c'est tout l'apprentissage que j'ai fait dans toute cette préparation, dans tout ce cheminement. Il y avait un plus challenge que la d'ailleurs course sur en ça, elle-même. t'avais que 4 mois en fait pour te mettre à niveau. Exactement, c'est difficile assez tardivement. une course qui est extrêmement difficile sur le plan technique et oui, il fallait faire un petit peu en accéléré pour prétendre faire cette course. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là dans cet apprentissage? Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'esprit. C'est un esprit qui est extraordinaire dans ce sport-là, c'est l'esprit de cordée qu'on retrouve aussi en alpinisme. L'esprit de cordée, en gros, ça veut dire que il y a des zones où tu vas être obligé d'être encordé physiquement. Ça veut dire qu'il y a une corde qui va relier plusieurs personnes par le harnais au niveau des hanches, ce qui fait qu'il faut s'accorder avec les forces et les faiblesses des uns et des autres. Donc, ce qui veut dire que si je peux avoir un gros moteur, ça sert à rien en fait. Il va falloir s'accorder aussi au niveau des autres. Et ce qui est marrant aussi, c'est que parfois tu peux avoir une force qui devient une faiblesse. Si tu as oublié de te nourrir, tu peux avoir aussi une hypoglycémie comme en course, ce qui fait que peut-être que c'est toi qui tires au début, mais si tu as mal géré et que tu tapes une hypoglycémie, ben c'est l'autre qui va te tirer après. Donc ça, c'est super intéressant. C'est ce que je vis aussi beaucoup en plongée sous-marine. C'est d'être capable de lire les personnes qui sont autour de toi sur leur expression corporelle, parce que quand tu es un peu satellisé, tu oublies de parler, tu oublies d'exprimer ce que tu ressens et de se retourner un petit peu, de regarder la gestuelle, de regarder si la tête est baissée, de regarder aussi si tu vois des petits paquets de nutrition qui sortent de la poche pour manger. Ça, c'est extraordinaire. Ça lie les personnes. Et j'ai trouvé ça donc difficile parce que on a perdu un petit peu cette capacité à lire l'autre dans une société plutôt individualiste, on va se le dire. Et ça, c'est difficile parce qu'au début, ça a créé des tensions. Ouais, machin, tu vas trop vite, nané, c'est dur, c'est ci, c'est là, machin, devant, derrière, tu tombes. Et puis en fait, c'est difficile ce côté humain-là, mais tu vois une énorme progression. Donc ce que tu trouves difficile au début, après, devient quand même une très très belle expérience. Est-ce que se confronter à un autre sport comme ça peut être aussi une leçon d'humilité comme on peut ressentir parfois en ultra-trail où on est quand même renvoyé à un moment à sa condition d'homme où tout affûté ou prêt qu'on est, à un moment on se fait rattraper par une fatigue, par de la douleur, etc. Le fait d'aller explorer aussi ce nouveau territoire-là, ça aussi, ça challenge et ça bouscule aussi d'une certaine façon la confiance, même si on peut ressortir grandi d'avoir réussi une telle épreuve. Ouais, bien sûr, ça ouvre, en fait, ça ouvre de nouvelles portes, de nouveaux univers. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je souffre toujours sur mes courses et sur mes entraînements, mais disons que quand je pars sur une longue sortie en montagne, 4, 5, 6 heures, j'ai tout de même aujourd'hui acquis une sorte d'accoutumance à cette douleur que je vais ressentir. Donc j'ai mal comme tout le monde, mais j'ai une accoutumance, ce qui fait que le challenge mental est plus aussi fort qu'au tout début. Et moi, je vois le mental comme un muscle en fait. Et se mettre dans des nouvelles activités, des nouveaux univers comme le ski alpi, là tout d'un coup, la tête, il va falloir qu'elle retravaille très très fort. Et je suis convaincu que ce travail mental que tu fais sur une activité tierce que mon activité principale qui est l'ultra trail, tu vas pouvoir ensuite le ramener, le transposer pour être finalement plus fort. Muscle ton jeu, comme dirait Aimé. Comme dirait Aimé à Robert. Ouais. Mathieu, est-ce que ça t'a aussi... derrière ça, est-ce qu'il y a l'idée de créer le manque pour le trail? Est-ce que c'est aussi que la flamme soit plus vive quand tu retrouves le trail parce que tu as su créer le manque? Oui, tout à fait. Alors, je dis pas qu'il faut vraiment forcément, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les coureurs élites, les coureurs pros, de faire une pause l'hiver. Mais avant, je faisais pas ça en fait. Je courais toute l'année, il n'y a pas vraiment d'arrêt. Pourquoi moi je fais une pause dans l'année? Et puis je vais le dire, c'est parce que mon année est quand même super intense. Je suis un très très grand amoureux de mon activité et j'y mets beaucoup d'énergie physique et beaucoup d'énergie mentale aussi. Et il faut se le dire, ça puise, ça fatigue et tu le sens quand tu fais une saison. C'est pas que la course, c'est aussi toute cette sollicitation autour. Ça te pompe l'énergie. Donc c'est vrai que de faire un petit arrêt pour
souffler un bon coup, ça fait du bien. Et il est vrai aussi, je l'ai ressenti, que couper un petit peu, ça c'est un petit switch, couper un petit peu quelques semaines, quand tu reviens, tu as réélevé ton niveau de motivation très très haut. Tu le vois, tu es en fin de saison, parfois tu te lèves le matin, quand il faut aller faire une sortie, tu vas, mais tu vas un peu plus à reculons, tandis qu'au printemps, quand ça repart, eh ben là, t'es comme un petit chien à qui tu présentes une laisse. Là, t'es là, allez, on y va. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui marche bien de couper un petit peu. On avance d'une case dans le temps, Mathieu. Ton premier rendez-vous trail majeur, en tout cas de l'année, c'est la Maxi Race, qui est toute fin mai, début juin. Qu'est-ce qui t'a fait placer cet objectif-là? C'est une course que tu connaissais pas. Qu'est-ce qui t'a fait envie là, sur la Maxi Race cette année? Alors, il y a eu plein de raisons. D'abord, la trace. La course, je n'y avais jamais participé et j'aime bien découvrir de nouvelles courses. Ça reste une course aussi qui est très compétitive. Donc, beaucoup d'éléments qui s'alignaient compétitive. Une nouvelle trace qui est jolie quand tu regardes depuis l'ISS. Tu vois vraiment une trace qui fait le tour de ce magnifique lac d'Annecy. Et pour moi, c'était aussi un rendez-vous, relationnel, quoi. Il y avait ma famille, encore une fois. Il y avait mon partenaire principal qui a son siège à Annecy. J'avais des partenaires secondaires dans Shox qui étaient là aussi. Et c'est marrant parce que cette course, tu vois, quand j'arrive sur place et que je vois quelques panneaux publicitaires et que je vois les logos de mes partenaires, je me dis, mais attends, je cours à la maison en fait. Ouais, à domicile. Ouais. Donc c'était cool aussi de pouvoir passer ce moment tous ensemble parce qu'on est tellement isolés dans notre quotidien que pouvoir se croiser sur un même événement, ça reste quand même assez rare. Donc ce qui fait que naturellement ça s'est aligné pour cette course. Après, bon, si on rentre dans le détail technique, le format en termes de kilométrage, dénivelé était adapté à la progressivité que j'avais imaginée dans ma saison pour aller vers ensuite l'UTMB et la diagonale. Ouais, un peu plus de 90 km, 93 km. Exactement, 93 et à peu près 5000 mètres de dénivelé. C'est quoi ta conviction à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une part d'inconnu malgré tout? Tu sors d'un sport qui est différent, tu as fait ce qu'il faut, j'imagine, en prépa. Est-ce qu'il y a nécessairement beaucoup plus d'interrogations sur la première de l'année? Il y a à ce moment-là une concurrence qui est extrêmement relevée, tu l'as dit. Est-ce que c'est possible d'avoir quand même un niveau de confiance certain sur cette course-là, où il y a quand même des petits points d'interrogation inhérents à le fait que ce soit la première? Il y a toujours des interrogations sur n'importe quelle course à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est sûr que la première, il y a encore plus au niveau d'interrogation parce que tu sors d'une saison où tu as passé plusieurs mois, tu vois, de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Tu as quasiment 7 mois sans avoir couru. Donc oui, même si tu as fait, sans avoir fait de course, pardon, même si tu as fait des longues sorties où tu allais chercher des sensations, tu pourras jamais reproduire ce que tu vas ressentir le jour de la course. Donc il y a énormément d'incertitudes, d'interrogations. Après, je dois t'avouer que quand j'ai rangé les skis au placard et que je suis allé courir dehors, les premières montées que j'ai faites en marchant avec les bâtons, donc à peu près sur une gestuelle qui est proche de celle du ski alpinisme, je me suis rarement senti aussi bien sur vraiment cette phase de marche sur des montées raides avec les bâtons. Donc ça nourrit un petit peu ta confiance. Mais après, bon, on sait que le trail et l'ultra trail, il n'y a pas que la montée raide avec les bâtons, il y a le plat, il y a les relances, il y a les descentes. Donc là, j'avais un petit peu plus d'incertitude, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Si tout était acquis dès le début, on s'ennuierait vite et on passerait à autre chose. On aura l'occasion d'en parler, je pense, en parlant de ton why tout à l'heure aussi, le fait de pas tout savoir finalement, d'accepter l'imprévu. Tu avais une stratégie en course très claire sur la Maxi Race? Pas vraiment. Je savais qu'il y avait de très très bons coureurs. Hein. Je pense à Thibaut Garivier, Aurélien Dunant-Palaz, Vincent Bouillard, Baptiste Chassagne. Il y avait quand même du beau monde. Donc c'est sûr que quand tu es avec des coureurs d'un tel niveau, d'un tel calibre, enfin, en général, moi, j'essaye de ne pas trop faire le fanfaron. Là. J'essaye d'un petit peu plutôt partir en groupe et observer aussi comment ça se comporte. Je suis beaucoup tu vois, tout à l'heure, on parlait de regarder l'esprit de cordée, comment réagissent les autres. C'est quelque chose aussi que j'ai tendance à faire en course. Sur les premiers kilomètres, les 2 premières heures, d'observer aussi un petit peu les autres coureurs, quel est leur gestuel. J'essaie d'écouter un petit peu leur respiration aussi et j'essaye d'aller chercher des indices sur leur niveau du jour, sur leur sensation du jour. Et en fonction de ce que je vais déceler, je vais commencer à peut-être adapter une stratégie de course qui va se mettre en place au fur et à mesure. On te voit parce que tu as documenté de l'intérieur. C'était un super exercice qui a été d'ailleurs, je pense, très bien reçu par ta communauté. Très difficile. Très difficile. Je t'ai vu hyper souriant, relâché, détendu. Est-ce que tu l'étais particulièrement à ce moment-là ou c'est quand même aujourd'hui plus ou moins la norme et un de tes standards sur les courses d'avoir cette espèce de détachement ou c'était vraiment très propre aussi à ta façon de toi d'aborder cette course, tes dispositions mentales du moment? Alors, tu choisis pas trop ta disposition mentale. Hein. Parfois, pour une raison ou pour une autre, tu as des meilleures sensations un jour qu'un autre. Et c'est sûr que le jour où tu as des bonnes sensations, tout est plus facile. Tu vas pouvoir
avoir un rictus qui va venir plus naturellement, ou tu vas même un petit peu le forcer, à l'image de Eliud Kipchoge, ce qui disait que dans la douleur, il souriait, ça envoyait des messages de positivisme à son corps. Donc ça, c'est ce que je fais. Et après, c'est marrant, mais je pense que d'avoir amené une caméra aussi, ça m'a un petit peu détaché de la difficulté de l'épreuve. Des fois, de penser en fait à sortir la caméra et essayer de montrer que ça allait bien et tout, ben ça me projetait vers une dimension de positivisme qui n'était pas forcément celle que je ressentais à ce moment-là. Donc c'était intéressant comme exercice. Et puis oui, globalement, la course s'est bien passée. Je dois t'avouer que j'ai eu des bonnes sensations dans à peu près toutes les phases de la course, ce qui a permis d'avoir un scénario plutôt en avant de course. La caméra, là, c'est aussi, je me suis dit ça en le voyant, ça fout un peu la pression aux autres, je trouve. Tu sais, le fait que toi, tu sois en capacité d'être à vive allure, de filmer alors que les autres sont à côté de toi, un peu devant ou un peu derrière, au turbin, et que toi, je trouve que ça insinue que tu es aussi plutôt bien, quoi. Bon, sur la deuxième partie de la course, un petit peu moins parce que tu as eu Thibaut Garivier qui était qui fait les bons trains là, juste derrière. Donc, c'est une course que tu as bien maîtrisée et tu as fait vraiment le trou là dans la dizaine de derniers kilomètres. En tout cas, il y a eu une très belle bataille jusqu'aux 2 tiers de la course, mais là aussi beaucoup de relâchement à la fin. Je sais pas combien de checks tu as fait de main là, à l'arrivée. Enfin, tu avais l'air tout en maîtrise et en sérénité. Oui, alors après, c'est sûr que c'est encore un scénario de course. Et puis finalement, je suis très très heureux qu'il m'ait rattrapé Thibaut Garivier dans cette dernière tiers, parce que ça redonne, en fait, tu vois, rien n'est gagné jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça redonne un peu du challenge et ça nous permet de nous pousser aussi, parce que quand on est seul, finalement, on se met dans notre propre rythme. Et là, c'est un jeu, tout ça, tu vois, on se pousse, on se relance et finalement, ça donne plus de rythme à la course. Après l'arrivée, bon, c'est sûr que j'ai paru peut-être un petit peu plus détendu, parce qu'à la traversée de la route qui est juste avant l'arrivée, on me dit que j'avais 7 minutes d'avance. Il restait 1 ou 2 kilomètres, donc c'est sûr qu'avec cette information-là... C'est beau d'avoir fait confiance sur le chrono qui était annoncé. Ah oui, parce que c'est joueur. Peut-être c'était un menteur, il m'avait dit 30 secondes. Et... Non, en général, on essaie d'être quand même assez... Voilà, de pas trop mentir dans notre culture du trail, quoi. Bien sûr. Ça influence là, le profil du coureur que tu peux avoir derrière toi. En l'occurrence, on sait que Thibaut est particulièrement tenace, qu'il lâche rien, etc. Est-ce que ça influence toi aussi ta gestion de course versus si ça avait été un des autres des cadors qui étaient là? Tout à fait. Si on s'intéresse à notre sport dans le détail, on va remarquer que des coureurs ont des forces et bon, en général, les bons coureurs ont quand même beaucoup de force, mais vont être meilleurs dans certaines zones que d'autres. Il y a des très bons descendeurs, il y a des très bons grimpeurs, il y a des très bons coureurs à plat. Il y a un peu comme moi qui sont pas excellents partout, mais à peu près, qui gèrent à peu près bien leur descente, leur montée et leur plat. Ce qui fait qu'en fonction du coureur que tu vas avoir derrière ou devant et de ce qui arrive comme profil de course devant toi, tu vas peut-être adapter un petit peu la stratégie pour effectivement garder peut-être un peu d'énergie pour une éventuelle compétition qui va arriver en fin de course, ou pour au contraire prendre de l'avance, parce que sachant que la course finit en descente et qu'il est plus fort, vaut mieux prendre de l'avance un petit peu avant. Donc oui, c'est une très très bonne question, et c'est ça aussi qui va faire la différence entre certains champions, c'est d'avoir cette lucidité aussi pendant la course, d'envisager le scénario de course qui pourrait arriver en fonction des forces et des faiblesses de la personne qui te chasse ou que tu es en train de chasser. Qu'est-ce que tu as bien fait, Mathieu, sur cette Maxi Race? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je pense que je suis resté calme. Je pense que j'ai été capable de se mettre dans cette dynamique aussi de jeu, de pas être. C'est difficile, mais de pas être dans cette casquette de coureur professionnel qui est là, il faut qu'il performe, il est observé, d'essayer de revenir avec ce cœur d'enfant d'origine, ok, c'est la course, tout ça, mais essaie d'oublier tout ça, de t'affranchir, et rappelle-toi que tu es là pour aller t'amuser dans la forêt, pour aller t'amuser dans la boue, pour aller t'amuser dans les descentes. Et quand tu réussis à garder ce minding-là, tout est plus fluide, tout est plus facile. Après, je me suis pas excité, j'ai bien géré ma course. Je suis resté dans mon pace sans trop me préoccuper de ce qui se passait devant ou derrière. Et quand tu alignes tous ces éléments de gestion, en général, ça se passe plutôt bien. C'est difficile à faire, mais quand tu as le niveau de lucidité qui te permet de le faire, en général, ça se passe bien. Est-ce que le fait que tu l'aies emporté sur cette course, ça fait de ça de facto la plus belle performance de ta carrière à ce moment-là? C'est vrai que la Maxi Race fait quand même partie des courses qui sont importantes dans le circuit de l'ultra trail français et mondial. On voit que le niveau des coureurs est excellent, hein. Donc c'est sûr que moi, dans ma petite carrière de coureur d'ultra trail, j'ai eu gagné quelques courses, mais
des courses que je qualifierais de moins grande envergure en termes de densité d'excellents coureurs, hein, tu vois, un petit peu en Amérique du Nord où j'ai habité. Mais une course d'un tel calibre, ce que j'ai souvent fait, c'est plutôt des top 5, des troisièmes, deuxièmes, mais jamais une victoire, jamais une première position. Donc effectivement, à ce moment-là, sur la Maxi Race, c'est en termes de performance pure, ou même plutôt de classement, ma plus belle réalisation. Est-ce que ça valide ta façon de valider la saison, un peu ce que tu avais déjà décidé de changer comme curseur, ton expérience de ski alpi? Enfin, est-ce que c'est déjà un premier marqueur très fort que tu es sur la bonne voie et que l'année se profile en tout cas au mieux? Alors, je fais beaucoup d'expérimentation dans une année, je change beaucoup de trucs. Fait qu'au final, je ne sais plus ce qui a fait que ça a impacté mon niveau de performance. En tout cas, ce que j'ai validé, c'est que ça fait 2 fois que l'hiver, je fais autre chose que courir. 2022, expédition Wapapunan au nord du Québec. 2024, projet ski alpinisme. Ça fait 2 fois que je le fais et ça fait 2 fois que j'ai pas de fatigue particulière au printemps et je me sens plutôt bien. Alors, c'est peut-être pas lié, mais c'est peut-être lié aussi. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait pas de mal. Et ça peut peut-être même faire du bien. Donc, on va le refaire cet hiver. Et peut-être que l'année prochaine, on pourra définitivement valider que couper un petit peu et faire du ski d'hiver, c'est bon pour la saison de trail. Il y a une autre dimension, Mathieu, là, au-delà du physique, en tout cas en complément, c'est pas forcément dissociable. C'est l'aspect mental et la charge mentale, qui était un des sujets aussi, je pense, un des enseignements de ton année 2023. C'était aussi de faire un peu le ménage dans tout ça et de te ménager pour pouvoir te consacrer sur les trucs plus essentiels pour toi à ce moment-là. Tu travailles avec Adrien Sécuré, qui est aujourd'hui aussi ton coach. À quel point il est contributeur de ça là, sur la partie charge mentale, en tout cas à ce moment-là de la saison, parce qu'on y reviendra, il y a eu d'autres briques qui sont venues se rajouter un peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble et à quel point ça aussi t'a aidé sur ce point-là? Alors oui, effectivement, j'ai été accompagné pour la première fois de ma carrière par un coach. Alors c'est une des briques qui a diminué ma charge mentale, il y en a eu d'autres, on y reviendra peut-être après, mais clairement l'année 2024, on pourrait la qualifier comme ça, c'est reprendre contrôle sur la charge mentale et essayer de la diminuer. Écoute Adrien, oui, on a commencé en janvier de l'année, donc c'est vraiment en début d'année. Les résultats ont été plutôt bons pour moi, donc je dirais que ça a été quand même une belle relation. Moi, je me suis toujours entraîné tout seul, à la lumière des lectures que j'ai pu avoir, des rencontres que j'ai pu faire. Je suis quand même assez autodidacte. J'aime ça le coaching. Je suis moi-même coach, tu vois. Mais le cordonnier le plus mal chaussé, des fois, on a tendance à avoir un peu la tête baissée, à se mettre un peu de pression sur la construction de notre plan. On n'est pas trop sûr. Et je pense que vraiment le rôle du coach, outre le fait de créer un pur programme d'entraînement, c'est aussi de t'accompagner sur ok, n'y pense pas, c'est moi qui pense pour toi, fais-moi confiance. Donc c'était plus un rôle de mentorat qu'un rôle de coaching. Je te dirais qu'on l'a construit ensemble, le programme. Alors voilà, les entraînements spécifiques, il me les a mis, mais parfois j'avais des projets, des voyages en Corse et il fallait réussir à intégrer tout ça. Donc on l'a co-construit. Et ça a très bien fonctionné. Clairement, quand tu te lèves le matin, que tu regardes en fait une séance que tu as à faire sans la créer toi-même ou sans la discuter après, c'est beaucoup plus facile, quoi. Après, il faut trouver vraiment le coach avec qui tu t'entends bien et avec qui tu vas avoir une philosophie de l'entraînement commune. Moi, j'ai quand même testé beaucoup de trucs. Je suis quelqu'un qui est convaincu que, par exemple, le renforcement musculaire est primordial pour le trail et l'ultra trail. Mais Adrien, il est sur cette philosophie-là aussi, ce qui fait qu'on s'est très très bien entendu. Là, je te donne un point, mais il y en a plein d'autres, et qui fait que la relation a bien fonctionné. Il y a aussi le sujet d'être sélectif, d'arriver à, en tout cas, ça peut être assez compliqué, mais de dire non plus souvent aussi à plein de sollicitations, qu'elles soient sportives ou autres. C'est aussi une façon d'alléger cette charge et qui n'est pas forcément toujours très simple à adopter d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand tu es très sollicité, tu reçois énormément de propositions de podcasts, d'interventions dans des médias. Il y en a vraiment beaucoup et ça arrive quasiment tous les jours. Et c'est vrai qu'on ne sait pas dire non, en fait. On ne sait pas dire non parce qu'on a peur de décevoir la personne ou on a peur que la personne pense que on n'a pas le temps pour lui et que donc prenne personnellement et que donc on prendrait éventuellement le melon. C'est délicat, franchement, c'est très très difficile de dire non. Et puis moi, ça me pesait énormément. Donc ce que je faisais, c'est que je disais oui à tout, quasiment à tout, plutôt dans ma carrière. Et ce qui fait que je m'égarais un petit peu, je perdais beaucoup d'énergie parce que ça peut paraître simple de venir comme ça se parler à un podcast, mais là, je parle dans un micro, je sais qu'on a enregistré, ce qui fait qu'à chaque fois que tu me poses une question, tu sais, je me concentre un petit peu dans ma tête pour te répondre et
Et je trouve que d'avoir un micro quand on échange, ça me pompe beaucoup plus d'énergie que si on allait faire la même au bar, tu vois. C'est sûr. Donc Bien, tout ça mis bout à bout, sur une année au complète, ça te draine énormément. Ce qui fait que j'ai rajouté un autre élément qui est de travailler avec un agent. Goulven, avec qui je m'entends très très bien, de l'agence French Touch, qui lui va aussi être capable d'un petit peu filtrer, de dire non à ma place aussi. Du coup, c'est lui qui passe pour le méchant. C'est pas moi, ça paraît banal dit comme ça, mais ça change tout, tu vois. Donc c'est important aussi quand on commence à se sentir un petit peu écrasé par toute cette charge-là, d'avoir une tierce personne qui va être capable aussi de prendre du recul, de dire non à ta place, de t'accompagner. Et ça fait une énorme différence. Oui, bien sûr. Surtout quand on est un être émotionnel, je pense qu'il y a aussi ton cas, enfin tu vois, sensible, donc c'est sûr que c'est toujours un peu délicat quand il y a de l'affect dans ce genre de discussion et de réponse qu'on va amener. Je reviens à Adrien. C'est quoi votre nature de collaboration? En gros, c'est vous écrivez 3 WhatsApp par jour, tu l'appelles, il te répond à 3h du matin si besoin, c'est plus épisodique, il y a quand même une part d'autonomie encore très grande de ton côté. C'est quoi la bonne formule qui marche là pour vous? Il n'y a pas véritablement de structure, c'est un petit peu au feeling en fonction des charges, de l'actualité. Voilà, en général, si par exemple je vais avoir 2 semaines devant moi où je sais que je suis au même endroit, je lui dis je suis là pendant 2 semaines, j'ai pas de sollicitation, je peux m'entraîner. Donc ça c'est le plus simple pour lui, c'est page blanche, tu mets ce que tu veux. Mais souvent il y a quelques petites grains qui se mettent dans ce programme-là où je vais lui dire là je dois aller faire une conférence à Paris mardi, ensuite mercredi je vais aller à Lyon faire une autre conférence. Du coup peut-être que mardi soir je pourrais faire un entraînement à plat avant d'aller prendre mon train pour aller à Lyon, ou bien écoute je vais en Corse fin juin pour faire le GR20. Du coup il va falloir que tu calcules la charge les 2 semaines qui précèdent, intégrer la Corse et les semaines qui suivent dans une programmation d'entraînement. Donc voilà, c'est des billes que je lui envoie et puis en fonction il va réorganiser le programme. Après, tant que je suis le programme, tout roule. Par contre, quand je sens que la charge est trop élevée, que j'ai du mal à réaliser le programme ou qu'au contraire, c'est trop facile, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire tu peux pousser un peu le curseur ou le réduire. Mathieu, on va parler de ton été. Et l'été pour toi, ça rime avec chargé. Tu as eu un premier projet qui a malheureusement été avorté. C'est encore une rime en « et ». J'en ai encore une après. C'était un projet de VTT. C'était le Mountains of Hell, qui était une compétition de VTT. C'était quoi ton idée derrière ça? C'était encore un peu la même logique avec le ski alpi, aller chercher autre chose, apprendre, te rafraîchir un peu l'esprit aussi? Maintenant, j'habite en montagne et dans la montagne, on peut faire énormément d'activités différentes. Moi, je suis un peu éclectique, j'aime bien toucher à tout. Je l'ai dit, mettre un petit peu le focus ailleurs peut te faire oublier un petit peu la course et revenir un petit peu plus motivé. Mais ça peut aussi t'amener de nouvelles pratiques qui vont élever ton niveau de performance dans ton sport d'origine. Et donc là où j'habite, je voyais tous les jours des mecs faire du VTT descente. Ils avaient l'air de s'éclater. J'avais pas encore touché. Je me suis dit, allez, j'essaye ça. Et puis en plus, il y a une super course qui est mythique là où j'habite qui s'appelle la Mountain of Hell, la montagne de l'enfer. Qui part du glacier sur la neige et qui descend 2000 mètres plus bas au village de Vénosque. Et je me suis dit, écoute, je me lance dans ce projet-là, il va falloir que j'apprenne le vélo. Et voilà, c'est encore un nouveau truc. Puis je dois t'avouer aussi que plutôt dans ma vie, j'ai touché quand même beaucoup à des sports de ce style-là. J'ai fait 10 ans de BMX en compétition et j'aimais bien ressentir cette adrénaline. Donc je l'ai un petit peu retrouvé dans le ski, je l'ai retrouvé dans le vélo et c'est quelque chose que je voulais à nouveau ressentir. Ça te fait peur ou pas quand tu te lances là sur une descente en VTT? Ça me fait plus peur parce que comme en ski aujourd'hui, je sais à peu près où est la limite au-delà de laquelle tu es dans la supra-adrénaline, mais je reste dans la adrénaline normale, c'est-à-dire la vitesse dans laquelle tu vas être en ski ou la pression que tu vas mettre sur les freins en vélo va te protéger un petit peu. Alors, tu n'es pas à l'abri du risque. Par contre, c'est vrai que tu peux aller dans un engagement un petit peu plus fort. Mais aujourd'hui, j'ai quand même cette prise de conscience qu'une chute pourrait m'être fatale dans ma carrière. Une grosse blessure, une grosse fracture pourrait mettre en péril ma carrière sportive. Donc, je sais quand même faire attention. Ce qui est marrant, c'est qu'en VTT, en fait, je vais arriver le soir, t'es en isométrique, donc t'es posé sur le bout des pieds sur les pédales. J'avais les mollets en feu et tu fais jamais ça, en fait, un isométrique, c'est-à-dire se mettre sur le bord d'une marche pendant des heures et des heures comme ça. Et au niveau gainage aussi, tu dois vachement gainer. Si tu peux expliquer en fait, t'as ton pied il n'y a que la moitié du pied, la partie avant qui est posée sur la pédale et le talon qui est dans le vide. D'accord. Ce qui fait que tu as toujours ce mollet qui travaille énormément.
Et au Comme les niveau exercices de gainage qu'on peut faire sur les exactement, sauf tabourets que ou des tu es à choses peu comme ça, près, sauf que tu montes du tu es plutôt en isométrique. Tu essaies de pas trop bouger. Ok. Et au niveau gainage aussi, il faut que le haut du corps, avec les mains qui sont accrochées au guidon et les pieds, soient à peu près liés. Donc c'est les abdos. Et je revenais le soir, j'avais les abdos en feu et les mollets en feu. Et je me disais, mais c'est cool. Je travaille mes abdos et je travaille mon mollet. Pas en train de faire une planche très très chiante sur un tapis ou de faire des exercices de mollet sur le bord d'une marche. Je le fais en kiffant, tu vois. Et ça, c'est cool aussi de trouver des manières de pratiquer musculairement façon ludique, ouais. en ayant du plaisir de façon ludique. Exactement. Et il y a quelque chose aussi que j'ai découvert, c'est qu'en vélo, on va beaucoup plus vite. Et clairement, je pense que j'ai amélioré mon scan, Du terrain. mon scan du terrain. Mon scan du terrain, c'est quelque chose qui est quand même hyper énergivore. Quand tu es en course de trail, en descente, d'analyser toutes ces pierres, ces cailloux et où tu vas poser les pieds. Mais en fait, au plus tu vas vite, au plus tu vas améliorer ton scan et donc au moins tu vas consommer d'énergie quand tu vas revenir plus lentement. Tu commences, ça paraît pas grand-chose, mais je l'ai ressenti. Mathieu, sensiblement en vedette à laquelle devait se tenir cette course, il y a eu un autre grand moment de ta vie. Ça a été la flamme olympique. Tu as été porteur de la flamme, c'était le 19 juin. Quel sens t'as donné à ce geste-là et à ces quelques centaines de mètres que tu as pu parcourir avec la flamme? Quel moment extraordinaire. Sur le pont d'Avignon, en plus, c'est quand même un monument mythique dans ma région d'origine. Écoute, il y a eu énormément de sens autour de cette flamme. Déjà, bon, une valeur très très forte du sport, hein, qui est la communauté, qui est le partage. Mais aussi, finalement, ça représentait, en fait, pour moi, c'était comme une médaille qu'on me remettait de tout ce que j'avais pu construire, partager autour du trail. C'est une sorte de reconnaissance qui m'a beaucoup flatté. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est que souvent, dans la flamme olympique, on va retrouver plutôt des sports olympiques qu'on voit souvent à la télé. Le trail reste quand même un sport assez nouveau à l'échelle de l'histoire du sport. Et avoir un trailer qui porte la flamme, ça montre aussi que on fait découvrir notre sport à un plus grand public, c'est plus ouvert. Et quand je portais cette flamme, je portais aussi les trailers avec moi, la communauté du trail avec moi. Et j'ai versé ma larme, hein, j'ai versé ma larme. Donc c'était pour te dire que l'émotion était vraiment sincère sur ce pont d'Avignon. T'as suivi derrière les JO, t'as bouffé tout ce qui passait? Oui, bien sûr, c'était dans notre pays, donc j'ai suivi, T'as regardé la en haltérophilie, récup. ouais. En fait, je tombais au hasard. J'allais faire mon entraînement le matin, je me mettais dans mon canapé en récup devant les JO et j'ai regardé absolument tout et n'importe quoi en fonction de ce que le programme me proposait. Et puis, je suis aussi venu participer à la fête avec le Marathon pour tous, avec toi d'ailleurs. Ouais, c'était un grand moment. Mathieu, en juin, fin juin aussi, il y avait la Western un an plus tôt à laquelle t'avais pris part. T'avais très vite décidé de ne pas y retourner cette année-là? Oui, alors il faut savoir que la Western States, c'est très difficile de pouvoir avoir un dossard. Et quand tu finis top 10 à la Western States, tu as automatiquement un dossard l'année d'après. Ce qui fait que quasiment chaque année, le top 10 y retourne pour réessayer au moins une fois, voire deux, voire trois. Oui, j'ai décidé de pas y retourner. Ça a été un choix difficile, mais j'avais la diagonale en tête que je voulais absolument faire. Je me suis dit, attends, mais si en juin, je fais la Western States, ça veut dire que je vais devoir faire un entraînement très spécifique pour cette course. Ça veut dire que je vais devoir mettre dans une dynamique montagne, gros dénivelé à partir de juillet. Ça va être difficile. C'est pas facile. Franchement, c'est dur quand tu as un dossard et quand tu sais à quel point c'est difficile d'accéder à cette course. Donc voilà, ça a été un choix pas simple. Je n'y suis pas retourné. Par contre, difficile à suivre. Ça a été compliqué pour toi de le vivre par procuration en suivant ouais, la course? après, quand tu vois la course partir, que tu es chez toi, que tu suis la course, tu te dis, mais mince, j'avais un dossard, pourquoi j'y suis pas? C'est difficile, mais au bout d'un moment, il y a tellement de projets de course, il faut faire un choix, mais j'y reviendrai, c'est certain. Quel souvenir toi tu portes sur 2023, ta participation? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, il y a quand même un chrono qui est dingue, etc. Quel regard tu portes dans les nuances positives, dans les choses que tu aimerais réussir un peu mieux la prochaine fois sur la Western? Bon, la Western Stage, j'aimerais y retourner avec un niveau de fatigue plus Modéré, amélioré, ouais. quoi, parce que physiquement, j'étais très bien, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, un beau marathon, un beau marathon des sables où j'étais vraiment en forme, et en fait, physiquement, j'étais en forme, mais le niveau de fatigue était trop élevé, ce qui fait que j'arrivais pas à lancer mon corps sur cette course, donc clairement, il faudra que j'aille avec un niveau de fatigue amélioré. Et aussi, j'étais dans un projet de création de contenu sur une émission de télé. J'avais beaucoup d'attention autour de moi là-bas à la Western States avec mes partenaires, les caméras et tout. Et j'étais tout seul en fait. J'étais tout seul et je sentais beaucoup, beaucoup de poids. Avec toutes ces personnes, je me disais, oh là là, tout ce monde qui s'est déplacé pour moi.
il va falloir que j'y réussisse. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie de la charge mentale qu'on discutait plus tôt. Et je pense que la prochaine fois que j'y retourne, il faudrait que j'aille un petit peu plus seul pour ma Configuration course, plus légère. pour faire ma course. Donc c'est pas fini en tout cas avec la Western, on t'y Non, c'est reverra pas un jour, fini, c'est une course certitude. mythique. Et puis, t'es content de finir la course, mais quand tu ressens que t'étais pas à ton plein potentiel, t'as Il y quand a un même peu de cette frustration. petite frustration qui perdure et que t'as envie d'éliminer sur une autre édition. Il y a d'autres beaux chapitres qui vont s'écrire là-bas, j'en doute pas. Mathieu, on continue, c'est fou, on n'avait même pas début août et on a déjà vécu je sais pas combien déjà d'aventures et de courses. Il y a un autre projet que tu as tenu secret pendant un petit moment qui était de parcourir le GR20 en 4 jours en autonomie totale. Tu vas nous raconter précisément ce que ça veut dire. Voilà, qu'est-ce qui aussi a motivé ce projet-là? Est-ce qu'il y a aussi l'idée de construire la fin de ton été? Est-ce que ça se place bien aussi pour des raisons sportives ou sportives au-delà du goût de l'aventure et puis ton lien à la Corse? Oui, la Corse, j'aime déjà énormément. J'y suis allé quasiment chaque année depuis que je suis né. Cette année aussi, avec mon partenaire principal, on a fait le stage là-bas. On a reparlé du GR20 avec les Corses, c'est mythique. Et puis, j'ai jamais eu la chance de le parcourir, ce sentier. J'en entends parler plusieurs fois par an. Donc, je me suis dit cette année, Diagonale des Fous, ultra technique. Il va falloir qu'à un moment donné, je fasse un bloc un petit peu costaud pour voir un petit peu comment mon corps musculairement réagit dans des sentiers très difficiles. Donc c'était un petit peu dans une optique aussi préparatoire de la Diagonale des Fous. En même temps aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de philosophie de l'entraînement avec Adrien. Je lui ai dit tout de suite, moi, tu me feras jamais faire toutes mes sorties longues et tous mes fractionnés autour de chez moi. Je vais partir faire des longs sentiers, des aventures qui seront une aventure personnelle, mais qui seront aussi dans une optique de préparation. Donc il l'a très bien compris, on l'a intégré là-dessus. Donc c'était un tout. Il connaît assez bien d'ailleurs là-bas. Lui. Oui, il connaît plutôt bien. Ouais, il connaît aussi pas mal, presque tous les cailloux, notre cher Adrien. Et donc voilà, après aussi, pourquoi pas rajouter un petit peu plus de défis. L'autonomie totale, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un challenge de comment, en fait, c'est vraiment faire corps totalement avec la nature et ce qu'elle a proposé, en fait. Et donc là, il y avait de l'eau à proposer. Je me suis dit, mais de l'eau, ça suffit pour aller du départ jusqu'à l'arrivée. Comment je vais essayer d'organiser mon sac pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger et être vraiment dans cette autonomie totale. Donc c'est assez passionnant comme sujet. Ça te permet de te creuser un peu plus la tête avant de réaliser le projet que juste le simple fait de courir, en fait. T'aimes bien là toute cette phase amont parce que t'es amené de plus en plus à être sur des projets. Enfin, ça fait un petit moment déjà. Je me souviens de Bob Poonan à l'époque. Enfin, il y a quand même la pré-production, on va dire, qui est déjà un gros chantier. Tu prends du plaisir de manière générale. Là, c'est peut-être une config un tout petit peu plus légère, mais quand même, il faut quand même concevoir le projet, s'équiper, anticiper. Tu prends plaisir aussi à cette phase-là? C'est plus que du plaisir, ça fait partie de ma passion aussi. Vraiment, je sais qu'en fonction de ce que tu vas construire en amont du projet, ça va avoir un impact direct et puissant sur l'aventure. Donc tout ce qui va être la partie matérielle, tester, essayer, alléger, découper, prototyper, le côté nutrition aussi, un peu casser les codes qu'on a du quotidien qui est de petit-déj, lunch, dîner, de peut-être manger plus souvent en plus petites portions. Franchement, ça fait un challenge mental qui est énorme en amont et qui est passionnant. Je peux parler de confiné hier ou pas? Confiné, oui, bien sûr. Comment? Le fait que tu l'aies Oui, diffusé, pas de souci, oui, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que hier, dans le cadre de ta conférence à Édouard VII au théâtre, tu as projeté le film Confiné sur le tracé du GRA1 que tu as fait, c'était en 2020 au moment du confinement. Oui. On a l'impression que tu es, c'est ce qu'il se dit, je pense que c'est Marianne qui le dit, un peu désorganisé, justement, cette phase préparatoire, tu recherches tes chaussures, tu fous dans le sac. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir aussi beaucoup progressé là-dessus et d'être beaucoup structuré sur cette phase préparatoire? En fait, c'est marrant, mais je suis désorganisé dans l'organisation. Okay. Ça veut dire que parfois, ça c'était quand même une grosse aventure. Là, on partait pour 650 km dans un lieu reculé, peu d'accès, pas de réseau, ce qui fait que j'avais surorganisé le truc avec quelques tableaux de temps, de matériel. Et en fait, c'est que quand tu es seul à le faire, au début, j'ai débuté, donc j'ai pas beaucoup de personnes qui m'aidaient à organiser le truc. Parfois, tu oublies des banalités comme prendre une paire de chaussures neuves pour aller faire ton aventure. Et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'est que je me suis retrouvé à ouvrir des sacs et à me dire mais elles sont où mes chaussures neuves? J'ai pris toutes les vieilles chaussures avec lesquelles je m'étais entraîné, j'avais pas pris une chaussure neuve. Donc c'est ça qu'elle voulait dire Marianne aussi, c'est un petit peu l'expression québécoise broche à foin. Ça veut dire qu'on est là mais on est un petit peu à l'arrache aussi, quoi.
Là, donc, dans la continuité de ces aventures, là, comme le GR20 ou le GR1 dont on parle là, c'est quoi, toi, les ingrédients que tu viens chercher, les composantes, si tu voulais dire, ta recette d'aventure, c'est quoi ce qu'il faut impérativement? Et puis après, tu l'appliques au froid, au chaud, en autonomie, en ce que tu veux. Qu'est-ce qui est fondamental dans ta quête et qui va t'animer pour y aller? Bon, alors déjà, il y a une inspiration qui va venir. Ça peut venir de divers réseaux, hein. Ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être la vue d'un documentaire, ça peut être une histoire qu'on t'a racontée. Voilà, il y a un lieu, il y a un sentier, il y a quelque chose qui va m'appeler parce qu'il m'inspire et il me fait rêver en fait. Et vraiment, ce rêve, c'est se projeter et de s'imaginer là-bas. Donc ça, c'est vraiment la base. Un storytelling, pour le dire, mal dire en anglais, mais il y a déjà une histoire qui est, Ouais, derrière, voilà. qui est sous-jacente en fait, Il hein. y a une histoire et j'ai envie aussi de vivre ma propre histoire dans cette histoire que j'ai pu lire. Donc ça, c'est vraiment la base. Parfois, c'est même pas contrôlé. Je sais pas. Je suis à la gare avant de prendre mon train. Je vais feuilleter 2 3 magazines. Je vais lire un truc. Je fais attends, mais oui, je suis jamais allé là-bas. C'est trop stylé. Et puis je commence à me renseigner. Puis ça me nourrit. J'y pense le soir. Et puis tout d'un coup, bah, ça devient une aventure concrète. Ensuite, les ingrédients, bah, c'est qu'il faut que pour que ça m'attire, faut que ça me fasse peur. Je te l'ai dit hier soir, mais la peur est vraiment un indicateur de choix, d'ambition, hein. Si j'ai pas peur, je change d'aventure. Si je sens en moi que ça va être difficile et qu'il y a cette peur un petit peu qu'il faut à peu près gérer. Si ça fait trop peur, là tu rentres vraiment dans une dynamique de stress qui va être contre-productive, mais voilà, qu'il soit présent. Il faut que je me projette en me disant que je vais clairement sortir de ma zone de confort, en voilà, me projetant là-bas, en me disant ok, ça s'est jamais fait, c'est nouveau, je vais découvrir un environnement naturel, mais aussi je vais me découvrir moi-même. Il faut aussi que j'ai pas le contrôle sur tout. J'essaye autant que possible, on l'a dit, de préparer au mieux l'aventure avec toute cette gestion matérielle, logistique, cartographique, sécurité. Mais il faut quand même qu'il y ait une part d'inconnu, tu vois. Et ça m'anime énormément dans l'aventure. Et bon, voilà, quand tu alignes à peu près tous ces ingrédients, il y a de très fortes chances La recette prenne. ouais, que ça prenne et que ça se concrétise. Je reviens juste pour boucler le GR20. Tu as été surpris par la difficulté, je crois que tu as dit à l'issue de ça que tu ne verrais pas le faire en une fois comme a pu le faire Annelise par exemple, Annelise Rousset. C'est inenvisageable pour toi, en tout cas, c'est un chantier qui t'a surpris. Ouais, je me suis fait surprendre. C'est costaud. Franchement, j'en ai fait des terrains techniques, mais ouais, je me suis fait casser par le GR. Il est dur. Surtout la partie nord, là, c'est raide, tu mets les mains, les météos aussi. Ouah, il a autant de caractère que les Corses, le GR, hein. Il a un caractère bien trempé et c'est ça qu'on aime. Effectivement, quand je suis arrivé au bout, je me suis projeté, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour le faire? On parle même pas de temps, de le faire d'une traite. Franchement, ça me semblait impossible. Après, voilà, les semaines ont passé, je me suis reprojeté. C'était la première fois que je le vivais, donc je me suis fait surprendre. J'avais un sac de 10 kilos jour 1 sur le dos. Dormir finalement en tente, est-ce que tu récupères vraiment? Tu vois, t'es pas très confortable. Tu te lèves le matin, tu as tes courbatures. Tu te dis, mais en fait, si je l'avais fait d'une tête, j'aurais pas ces courbatures-là. Donc, tu finis par ouvrir des portes, de te dire qu'éventuellement, c'est faisable, mais c'est pas une mince affaire. C'est un sacré chantier. Et c'est vraiment des guerriers et des guerrières, ceux qui osent le faire d'une traite un jour. J'enchaîne sur le terrain technique, tu en as parlé tout à l'heure, le marathon pour tous. C'est agréable pour toi, au-delà de tout le décorum qu'il peut y avoir sur cette course, qu'effectivement j'ai aussi eu la grande chance de vivre. C'est agréable pour toi d'avoir une course sur laquelle il n'y a pas de pression de résultat, parce que j'imagine que même sur des courses peut-être secondaires, des objectifs B comme tu les appellerais, ou C, tu as quand même envie de faire au max. Là c'était une approche peut-être un peu plus détachée sur cet événement. J'imagine que ça t'apporte une autre forme de plaisir. Oui, c'est hyper important pour moi sur un équilibre de saison, comme on a discuté en début d'échange. Quand je suis sur une course pour performer, tu l'as vu, même si parfois j'essaye de sourire un petit peu, je dois t'avouer que dans le backstage, je suis dans le dur. Et c'est dur pour moi de connecter visuellement avec les gens, de rigoler, d'avoir des discussions pendant le concours. Mais c'est aussi ça, notre sport, c'est pas être tout le temps au taquet, se mettre dans le rouge. Et j'ai besoin de ces événements-là. Et clairement, pour moi, le marathon pour tous, j'ai envie de l'appeler le marathon de la fête. J'ai pas du tout pris ça comme une course avec un dossard. J'ai pris ça comme un 42 km qu'on allait faire dans Paris dans le cadre des JO de Paris 2024. Avec toute une communauté, on a discuté, on a rigolé. Je me suis arrêté, j'ai tapé des mains, je suis même reparti un petit coup en arrière. Et c'est ça aussi notre sport, c'est aussi la fête. Et puis la fête, on peut le faire avec un dossard.
On te reverra sur un marathon avec un objectif de performance. J'imagine que ça s'inscrira forcément à un moment sur un projet d'ultra rapide, roulant. Oui, moi le marathon, j'aime bien cet effort. Il est particulier, il est difficile. L'entraînement est pas simple. Et puis, j'ai adoré mon expérience à Paris l'année dernière sur le marathon de Paris officiel en avril. C'était vraiment un moment que j'ai aimé. C'était un marathon qui était difficile aussi avec ses ponts, ses descentes, ses montées. Donc je me dis que ça serait marrant d'essayer de faire un marathon à plat avec une vraie préparation pour voir jusqu'où je pourrais pousser mon potentiel. Donc toujours difficile de placer un marathon parce qu'un marathon ça se respecte, ça demande une préparation d'au moins 3 mois en amont. T'aimes bien cette préparation? Oui, j'aime bien parce elle est vraiment sur le fil du rasoir. Un peu comme l'ultra trail, tu es toujours un petit peu à la limite. Il faut être très connecté avec son corps, avec ses sensations, avec ses sensations de fatigue, de premières douleurs qui apparaissent pour jamais passer la ligne rouge et pour pas se blesser en fait. Mathieu, on fait une petite pause sur le territoire sportif. On digresse un peu vers le perso et on va même parler de divertissement et de loisirs et notamment de la place de la musique dans ta vie de manière générale. À quel point elle est présente? Est-ce que dès que tu as un peu de temps, dès que tu es dans le train, dès que tu es dans le métro ou autre, tu vas chercher la musique? Est-ce que tu as baigné là-dedans quand tu étais enfant aussi? Écoute, oui, la musique a une grande place dans ma vie. J'ai quasiment, à part quand je suis avec quelqu'un, mais tout le temps des écouteurs sur les oreilles. Alors c'est la musique, mais c'est aussi énormément les podcasts aujourd'hui. Et je passe tellement de temps dehors que j'ai besoin aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. J'ai pas la télé, tu vois. De Donc savoir les tout news. type de podcast, ça peut être J'écoute vraiment tout pas type que de course podcast. à pied, Je ouais. pense que si tu regardes mes podcasts, il doit en avoir peut-être même pas 20% sur le thème de la course à pied. J'écoute du podcast sur l'histoire, sur la culture, des trucs Entrepreneuriat, complètement j'imagine, déjantés sur le cinéma, humoristique, entrepreneuriat, les news aussi, politique aussi. Donc voilà, c'est assez varié. Donc beaucoup de podcasts. Et oui, la musique, alors figure-toi que j'ai été pianiste pendant plusieurs années. Mon papa était aussi un pianiste de très très bon niveau, il m'avait mis là-dedans, j'ai joué longtemps du piano. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé, je devais avoir 7-8 ans quoi. Ok. 7-8 ans et puis j'étais dans un conservatoire de musique qui était... Ah, ça s'accordait pas avec ce que j'aimais faire. On était beaucoup sur des partitions classiques, ça me plaisait pas, c'était assez dur, presque à se faire taper sur les doigts quand tu loupais une note. À la fin de ma pratique, on commençait à rentrer sur le jazz, c'était plus sympa. Mais voilà, j'arrivais dans ma période étudiant, début de vie d'adulte, et puis j'ai préféré aller faire autre chose que de continuer le piano. Donc oui, la musique a toujours été présente chez moi. Je sais quand on faisait des repas de famille, mon père sortait son synthé dans le jardin. Il avait un ami qui sortait un sax, un autre une trompette, un autre une batterie, puis ça jouait dans le jardin l'été. Donc ouais, la musique, c'est très présent dans ma vie. J'ai appris la semaine dernière que Arthur Joël-Bouillon faisait de la trompette. Je sais pas si tu vois, il me l'a révélé aussi pendant. Bah écoute, on un va échange. faire Vous allez faire un petit entre groupe. Germain qui fait de l'accordéon, Arthur à la trompette et Mathieu au piano. On va faire un petit groupe, je sais pas comment on va l'appeler là, mais Ouais, il y a un petit truc à trouver là. Je sais que Manon Boire, elle avait été même. Quelqu'un de ses copains l'avait inscrit pour un truc de chant à la France a un incroyable talent. ah bah il nous faut une chanteuse. Donc tu vois, aussi. je pense Parfait, que Manon, mais c'est écoute. peut-être aussi là, votre chanteuse principale. T'as un style de prédilection ou est-ce que là aussi, comme en podcast, t'as des goûts très variés? Tu peux C'est écouter plein de ouais, choses. c'est très varié. Après, ça va être en fonction du mood. Hein. C'est sûr que ça va être en fonction du mood, mais c'est quand même assez varié. Après, ça va quand même. J'ai besoin d'énergie quand je vais courir, donc il va quand même beaucoup y avoir de musique électronique, house music, qui va me donner un peu d'énergie. Après, ça peut partir vraiment sur pop rock. J'aime beaucoup du Imagine Dragons, de la Taylor Swift. Du rap aussi, hein. J'aime le rap français, rap alternatif à la Orelsan, un petit peu de Big Flo et Oli, très ponctuellement un petit peu de Jul, mais vraiment très rarement. Juste Mais pour le ça coup de arrive boost. parfois qu'il passe dans mes oreilles. Après, Tu vois vraiment l'effet là quand tu cours et tout, ça peut vraiment te sortir d'une situation un peu inconfortable? alors, ça peut contribuer d'une alors certaine sur façon. une séance vraiment de fractionner, une musique électronique qui tape bien va m'aider, clairement. Après, c'est vrai que dans un moment, sur les longues sorties ou en course où tu es dans le dur, parfois la musique va t'aider à t'évader un petit peu et à oublier un petit peu cette douleur qui commence. Donc oui, je pense que la musique, ça a un rôle sur notre ressenti, c'est sûr. Ça peut influencer ton pace aussi, peut-être de façon exagérée, dans le sens de te faire aller peut-être trop vite ou autre, faire aussi ça de travers là. Oui, tout à fait. Mais ça, avec l'expérience, tu le sais. Tu le sais que quand il y a une musique qui arrive dans les oreilles qui te tape, tu fais attention, te fais pas embarquer par le son. Mathieu, comment s'est fait la rencontre avec Shox?
C'est des produits que tu avais déjà avant d'être Oui, ben partenaire voilà, avec eux. tu as répondu à ta question. En fait, Shox, j'utilisais déjà les produits avant d'avoir un partenariat avec eux. Et peut-être même que c'est eux, en voyant des images de moi portant leurs produits, qui se sont dit ah, ben, ça pourrait faire un bon ambassadeur. C'est sûr que moi, ça m'a séduit quand cette technologie est sortie parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu fais du trail? Et souvent, ceux qui disent non, une des réponses principales, c'est je veux être connecté à mon environnement pour une notion de danger, mais aussi pour tout simplement écouter les petits oiseaux et le petit vent qui passe dans les feuilles. Bon, Une cheville qui craque. cheville qui craque. Non, mais c'est vrai que on n'est jamais très serein quand on est dans un milieu naturel. Il y a plein d'éléments autour de nous. Et c'est cool d'être voilà, sur une notion de plaisir, mais aussi de sécurité, d'être voilà, connecté à son environnement. Et finalement, ils avaient tout compris, quoi. On peut écouter de la musique tout en étant connecté avec son environnement. Donc, c'est le combo parfait. Tu en as de l'usage, toi, indifféremment en course ou sur les entraînements? C'est de la même façon, tu t'en sers? Oui, j'utilise en course, à l'entraînement, quand je marche, dans le métro, dans le train. Voilà, je finis par les oublier, ils sont sur mes oreilles. Et il y a aussi une question de santé aussi, hein, quand tu lis un petit peu de la littérature scientifique sur les dégâts que font les écouteurs intraoculaires. On est la génération intraoculaire, hein. Nos parents, oui, ils avaient les casques ou les filaires, mais vraiment de l'avoir en tout temps l'intraoculaire. On est une génération où il va y avoir de gros problèmes quand on va être sur des âges plus avancés avec des appareils auditifs. Donc là, on protège quand même un petit peu nos tympans aussi avec cette conduction osseuse. Quel produit tu utilises, Mathieu, de Shox? Alors, j'utilise le plus souvent Open Run Pro 2, celui qui est ici, qui vient de sortir. Donc, j'aime énormément, hein, c'est mon go pour tout faire. Alors, celui-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il a la conduction osseuse comme le premier modèle. Et ce qui est intéressant sur cet appareil-là, c'est qu'ils sont venus rajouter une technologie qui est la conduction aérienne. C'est le genre de la petite grille qu'on voit ici à l'arrière, qui vient rajouter finalement des basses et de la qualité. Donc on a la conduction osseuse et en plus comme une petite enseigne qui vient rajouter ça. C'est quoi les fonctionnalités là que tu aimes le plus? Est-ce que il y a aussi celui-là, je crois, l'Open Swim Pro que tu utilises dans un contexte. Oui. Alors Open Swim Pro, dans un contexte dans l'eau, hein, swim, quand je me fais un peu quelques nages, je l'utilise. Et puis aussi, ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il a le MP3, donc pour continuer à écouter de la musique sans appareil connecté, parce que tu peux mettre ta musique dans ta montre ou dans ton téléphone. En l'occurrence, sur une course, particulièrement sur une course, je sais que le niveau de batterie, quand on passe plusieurs heures en montagne du téléphone, peut finir par cracher. Donc je préfère avoir ma musique intégrée directement en autonomie. Donc c'est un peu à l'ancienne, hein. On est en mode MP3, on transfère les musiques comme ça, copier-coller d'un dossier à l'autre. Par contre, ce qui est marrant, c'est le mode shuffle qu'on oublie d'utiliser, qu'on utilise un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on a la possibilité de choisir notre musique sur notre cellulaire. Mais le shuffle, parfois, tu te fais surprendre en fait. T'es en course et d'un coup, il y a un son qui arrive, tu fais ah ouais, mais yes, celui-là, il est pas dans l'ordre de ma playlist habituelle et puis ça te surprend, tu vois, c'est le petit coup de surprise. Ouais. Et ce qui est cool aussi, il y a aussi le mode Bluetooth, ce qui fait que tu peux aussi l'utiliser, l'utiliser comme avec l'autre. La charge USB-C pratique aussi. Charge USB-C pratique aussi. Alors là, sur le Open Swim Pro, on a une charge particulière parce que c'est par rapport aussi à l'eau, parce qu'il est censé être dans l'eau. Ouais. Mais oui, l'USB-C, j'espère que dans le futur, tous nos appareils auront plus qu'un port de charge parce que tous ces câbles, ça commence à être compliqué quand on part en voyage. Tu passes des coups de fil parfois quand tu cours? Oui, je prends aussi mes coups de fil. Je prends aussi mes coups de fil avec cet appareil et puis. Aujourd'hui, jamais personne m'a dit qu'il m'entendait mal ou que la qualité sonore était mauvaise, donc il semblerait que le micro est pas trop mal aussi. Est-ce que tu as le souvenir d'une course ou d'un moment d'entraînement ou autre, d'une chanson qui a été hyper bénéfique à ce que tu vivais ou qui a amplifié ton moment, un moment? Je sais pas si tu écoutes de nuit par exemple sur des UTMB, est-ce que ça vient aussi augmenter ton expérience et voilà, est-ce que tu as un souvenir un peu marquant? Alors, je sais qu'on associe souvent des images, des chansons à des moments. Ouais, alors sur une course, vraiment la musique, je l'écoute pas tant que ça. Okay. Je vais vraiment l'utiliser. Déjà, quand je suis en groupe avec d'autres coureurs, je préfère être avec eux, écouter, tu vois, comme je te disais, un petit peu connecté. C'est vraiment quand je vais être tout seul ou quand je vais être dans un moment où j'ai un coup de mou, tu vois, m'envoyer un coup de son pour essayer de penser à autre chose. Sur la Maxi Race, je me souviens à un moment donné, j'étais dans une forêt là, après Montmain là. Et donc il y a un son qui est arrivé que j'aime beaucoup, il s'agit de l'artiste Waracle,
donc un DJ français qui fait de la musique électronique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mixe la modernité de la musique électronique avec un orchestre, un véritable orchestre avec de la contrebasse, du violon, du trombone, vraiment des instruments à l'ancienne, et qui vient mixer en direct sur scène. Il prend tous ces sons et puis il en fait une musique électronique. C'est un artiste que j'apprécie énormément. Et je l'ai beaucoup écouté justement sur le projet GRA1 Confiné. C'est l'année où je le découvrais. Donc, et d'ailleurs, dans le film, il nous a autorisé à utiliser un de ses sons. J'ai pas tilté Voilà, sur ça. c'était Ok. quand je retrouve Julien, tu sais, vers la fin, qui se met à courir, c'est Ouais. du Oracle, quand je pars au bord de la mer là. Et donc à la Maxi Race, ce son est arrivé dans mes oreilles, et puis j'étais en pleine Maxi Race et je repensais à ce GRA1, à cette aventure, à ce moment passé avec mes amis. Et puis c'est dans un moment difficile, en plus je savais que Thibaut revenait fort derrière, et j'ai ressenti une nouvelle énergie qui m'a aidé à faire cette montée jusqu'au col de l'Ancrenat là-haut. Et donc là, c'est un exemple très concret que la musique peut t'amener à des moments, voilà, un peu de boost. Merci Mathieu, on clôt la parenthèse musique. Tu as une autre passion aussi que les connaisseurs, enfin ceux qui connaissent bien ton parcours en tout cas, ont identifié, qui est la plongée. En tout cas, tu as un rapport à l'eau qui est ancré en toi depuis toujours. Tu l'as dit hier pendant la conférence, tu es presque né avec un détendeur dans la bouche, avant même de savoir marcher. Exactement. Presque. C'est l'anecdote de la maman, ça. Ouais. Quelle place ça te tient aujourd'hui? Je sais que c'est important pour toi pour te ressourcer aussi. C'est un contrepoids important. C'est même un contre-pied total, tu vois, entre les montagnes. Tu viens y chercher quoi aujourd'hui? C'est un recentrage important? Ouais, c'est plus qu'un besoin. C'est comme le trail aujourd'hui, c'est vital pour moi. C'est un mode de vie et je peux pas rester plusieurs semaines sans mettre mon corps dans l'eau salée, dans l'eau vivante, parce que l'eau d'une piscine, elle n'est pas très vivante. Et c'est marrant parce que cette année, j'ai voulu appréhender, interagir avec le milieu d'une autre manière, qui était l'apnée. Alors, j'ai toujours pratiqué un petit peu d'apnée, mais j'ai bricolé, tu vois. Mais là, j'ai voulu le faire dans un cadre un petit peu plus de performance, un petit peu plus poussé, découvrir ce milieu, parce que j'aime les milieux de passionnés. Les surfeurs, les grimpeurs, les apnéistes, les trailers, on est vraiment dans un sport nature de passion. Et voilà, j'ai été amené à rencontrer un apnéiste fabuleux, qui est un petit peu mon mentor aujourd'hui, avec qui j'échange énormément. Je sais pas comment on prononce, c'est Morgan Bourkis. Bourkis, exactement, ouais, ouais. ancien champion du monde donc sur la spécialité brasse, qui est la plus difficile verticale pour descendre, pas de palme. Et donc, il y a aussi toujours ce côté un peu partage. Moi, je suis profondément convaincu que la maîtrise de la respiration et quelques outils qu'ont les apnéistes, comme la capacité à se relaxer, à gérer aussi sa flexibilité thoracique, son sternum, peut avoir un impact très positif sur de la performance sportive d'endurance. Et j'ai déjà partagé ce propos-là de manière ponctuelle. Et j'ai souvent reçu des messages: ah oui, mais est-ce que tu pourrais donner plus de détails, comment ça fonctionne? Mais comme c'est pas mon expertise, je me suis jamais vraiment positionné dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit: ok, là je vais le faire, je vais vraiment apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir amener des informations beaucoup plus concrètes et précises. Et plutôt que d'avoir une approche très scolaire, ok, machin, 1 bar, 2 bars à 10 mètres, 3 bars à 20 mètres, machin, la surpression, les paliers, l'O2, l'oxygène, la saturation, je me suis dit on va plutôt le faire dans un projet visuel, artistique, pour sortir du cadre scolaire et amener des informations concrètes, mais avec des belles images qu'on a tourné à Marseille, qu'on a tourné à La Réunion, qu'on va peut-être tourner ailleurs aussi. Et donc on est là-dedans, dans ce projet-là, pédagogique, mais aussi de performance, parce que moi, je veux m'amener aussi à des profondeurs plus ou moins extrêmes pour mon niveau, et c'est vraiment grisant. Il sort de l'eau quand ce projet à peu près? Alors, il aurait dû sortir cette année en 2024, mais Morgan a eu un pépin de santé dans l'année au niveau cardiaque, qui fait qu'il a dû prendre un pas de recul sur le projet. Ça va mieux aujourd'hui, donc on s'y remet, mais voilà, on s'y est remis à l'île de la Réunion. Je l'ai invité dans mon monde aussi, parce que lui aussi, je lui ai lancé un défi trail. Et donc, on va essayer de finaliser ça en 2025. Parfait, rendez-vous est pris. Mathieu, on retourne à la course à pied. L'UTMB, ta décision, elle a été tardive. C'était le 22 août, si je dis pas de bêtises. Bon, l'annonce en tout cas la confirmation de ta participation. Qu'est-ce qu'il fallait aligner comme curseur pour avoir la certitude que fallait y aller? Alors, c'est vrai que pour moi, quand on a un dossard, ça ne veut pas dire qu'on prend le départ. Aujourd'hui, quand je vais sur une course, je vais être à mon plein potentiel. Je veux être aussi au niveau auquel je me suis mis mon objectif.
Et tu sais, on se met des charges d'entraînement, on se met des charges mentales telles que parfois on arrive, on est claqué en fait avant la course, on s'est blessé, on est épuisé. Donc c'est une forme de respect aussi que j'ai pour la course, de faire des annonces assez tardives pour être sûr que j'ai réussi à voilà, aligner toutes les étoiles, à allumer toutes les lumières vertes comme j'aime le dire pour la course. Et là en l'occurrence, je dois t'avouer que pendant l'été, j'aime faire des bilans sanguins et il y avait un marqueur, je regarde beaucoup de marqueurs hormonaux, inflammatoires, il y avait un marqueur, celui du foie, qui était vraiment décalé. Alors moi quand je recevais ces bilans-là à la maison, j'avais aucun médecin qui l'analysait, je regardais, je voyais bon bah, la norme c'est ça et puis j'étais complètement en dehors et ça revenait pas. Post-maxi race, tu vois, je me disais ok, est-ce que j'ai un problème au foie? C'est quand même un organe noble, tu veux pas avoir de problème. Est-ce que je vais aller me pousser sur un UTMB à bloc pendant 20 heures? Et donc j'ai creusé, creusé, j'ai fini par avoir un rendez-vous avec un expert du foie, je sais plus quel est son titre là, à Grenoble. Et en gros, c'est lui qui m'a allumé la dernière lumière verte. Tu vois, il m'a dit, Matt, ton foie, effectivement, tes marqueurs sont en dehors, mais parce que ce que tu fais est un petit peu hors de la norme. Et je te dirais même qu'aujourd'hui, en France, la norme de certains marqueurs ne sont pas des normes santé, c'est des normes de société sédentaire. Et c'est assez choquant quand il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a même des pays, notamment au nord de l'Europe, Suède, je ne sais plus quel pays il m'a mentionné, il m'a dit, les normes pour les mêmes marqueurs ce ne sont pas les mêmes. Ok. Il y a des pays qui sont plus ou moins en santé, donc on va mettre les gens dans ces normes-là. Et donc toi, tu es un petit peu en dehors. Alors c'est vrai elle est un petit peu élevée, mais tu n'es pas du tout à des niveaux qui pourraient mettre en péril ton intégrité physique. Il m'a dit fonce. Donc voilà, c'est juste de l'apprentissage, de la connaissance, et c'est des sujets passionnants, et ça te montre aussi que moi, je veux avoir une relation saine avec mon sport, je veux perdurer, je veux pas faire l'étoile filante, et voilà, je m'inquiète quand je vois des informations comme ça, et je veux être sûr de prendre mes départs de course dans les meilleures dispositions pour pas me faire trop mal. J'ai lu, Mathieu, que tu n'avais pas pris énormément de plaisir dans ta préparation de l'UTMB. Qu'est-ce qui t'a manqué, ou au contraire, qu'est-ce qui a pris trop de place à ce moment-là? Ben, en fait, j'ai pas pris de plaisir parce que j'ai eu mal au tendon d'Achille de manière extrême pendant toute la préparation. C'était un enfer. Je me rappelle, 3 semaines avant l'UTMB, je partais avec mon voisin Yannick Noël sur une longue sortie. On avait prévu de faire 8 heures en montagne. Au bout de 2 heures, je pleurais de douleur. J'étais assis sur un rocher avec ma chaussure dans la main à dire à Yannick, écoute, pars. En fait, pars, et là, on a 3 semaines de la course, tu vois. Et ça a été à peu près toute la préparation. C'était une angoisse de partir sur une longue sortie parce que je savais que la douleur allait arriver et que j'allais être obligé de m'asseoir sur un rocher, d'enlever ma chaussure et de pleurer en mode mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça a été très difficile. Alors au début, je pensais que c'était vraiment une douleur qui était simplement physique parce qu'elle est évidente. Mais en fait, là, avec le recul que j'ai pris et ce que je peux te partager aujourd'hui, c'est que finalement, j'avais pas assez de cœur dans le choix d'aller faire cette UTMB. Il y en a toujours un petit peu quand même, mais pas assez. Ce qui fait que comme j'étais pas capable de m'en rendre compte moi-même, quand on est trop tête dans le guidon, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va te le dire, c'est ton corps. C'est ton corps. Et il y a vraiment, ça peut paraître un peu, excuse-moi, spirituel, mais oui, il y a un lien qui se fait entre l'émotion et le physique. Et quand l'émotionnel il n'est pas là, le corps va choisir un point quelque part et Il va t'envoyer le message va là-bas. t'envoyer le message parce que tu n'es pas capable de le voir. Quel impact ça a sur tes ambitions, alors, d'avant-course? Est-ce que ça crée un doute et donc Mais ça crée un doute énorme quand 3 semaines avant l'UTMB, tu fais une longue sortie et qu'au bout de 2 heures, tu es assis à pleurer sur un rocher. Bien sûr, ça te met un doute énorme. Mais tu essayes quand même parce que c'est sournois ce genre de douleur inflammatoire. Parfois, tu te lèves le matin, tu as pas mal, tu pars courir, tu fais 2 heures, aucune douleur. Tu te fais infractionner des 3 minutes à bloc à monter, tu as pas mal. Tu rentres à la maison, tu fais bon, ben, c'est parti. Et puis une autre fois, donc tu es vraiment avec une épée de Damoclès sur la tête, tu sais jamais trop. C'est pour ça que tu prends le départ aussi. Tu vas me dire, mais t'es débile, prends pas le départ, c'est blessé. Mais non, parce qu'il y a des moments où je sors et j'ai pas mal, donc tu sais jamais trop, quoi. Et donc, tu peux pas jouer, enfin, l'ultra trail, c'est pas le loto, hein. Tu peux pas jouer comme ça au hasard. Quand tu prends le départ d'une course, normalement, tu dois être sûr que tout est aligné pour que ça se passe bien. Et quand tu as un syndrome, une grosse inflammation, il y a de très fortes chances que ça se passe mal. Tu démarres la course très bien, mais tu es malheureusement contraint à l'abandon relativement tôt dans la course. C'était à la Combal, je crois, de mémoire. Oui, alors la douleur a commencé dans la montée du grand col du col du Bonhomme. Donc on est au kilomètre 40. Donc après, c'est juste que il fallait que je me sorte tout seul. Il n'y avait pas un hélico qui allait me sortir au milieu du sentier. Quand je suis arrivé de l'autre côté au Chapieux, on était au kilomètre 50.
Là, j'étais déjà dans la douleur extrême et je me suis dit, attends, mon crew est à Courmayeur. Je vais pas leur faire 6 heures de route pour faire tout le tour, revenir par le Cormet de Roseland ou par Bourg-Saint-Maurice. Alors que moi, j'ai juste un col à passer. Enfin, j'ai juste le col de la Seigne à passer, à basculer derrière pour les rejoindre. Ça va me prendre peut-être 2 heures et ça sera. Enfin, je vais pas leur imposer ça. Je vais le faire. Je vais traîner mon calvaire jusqu'à là-bas. Mais tu sais déjà que c'est fini. Ah ben, je savais déjà que c'était fini. Donc, j'ai fait un col. J'ai fait un col dans le calvaire, avoir tous mes amis coureurs qui me doublaient, qui me tapaient dans l'épaule et puis je les encourageais, mais je savais que c'était fini. Ouais. C'est une décision qui est raisonnée. Tu la prends pour des raisons tu vois, d'observation froide, quasi scientifique. Il faut que tu t'arrêtes. Est-ce que le fait de prendre une décision pour ces raisons-là, ça atténue un peu l'émotion, la déception ou pas tant que ça en fait parce que là, tu peux pas tellement réécrire le scénario, tu n'as pas le choix, tu dois arrêter. Est-ce que ça aide à mieux l'accepter? Les semaines d'après n'ont pas forcément été très simples, en tout cas les jours ou semaines d'après, pas hyper évidentes. Est-ce que ça peut contribuer quand même à rendre la décision plus apaisée ou ça change pas grand-chose? Sur le coup, je t'avoue que ça amplifie la difficulté et la détresse émotionnelle parce que ça fait juste confirmer qu'il y a un problème. Il y a aussi la douleur qui est à un niveau encore plus que celui que tu ressens à l'entraînement. Ce qui fait que tu erres un petit peu sur la course. Les larmes sortent et puis le col de la Seine, je l'ai fait en larmes de A à Z. C'est extrêmement difficile et tu n'as aucune prise de recul à ce moment-là. Tu n'as aucune prise de recul parce que ta lucidité elle est au niveau 0 et que tu sais que quand ta lucidité est au niveau 0, tu vas pas avoir des réflexions très philosophiques à ce moment-là, quoi. Donc tu te prends le mur en plein dans la tronche et c'est dur, c'est très dur. Et les jours qui suivent, tu n'es pas encore dans ce niveau d'analyse et de prise de recul que peut-être si tu avais pensé différemment, tu n'aurais peut-être pas fait cette course, ça prend du temps. Donc les jours qui suivent sont extrêmement difficiles aussi. Et puis tout d'un coup, tu reçois des messages difficiles. Tu sais, as toujours ces haters là qui existent, qui font partie du microcosme des réseaux sociaux, qui te disent ah ben tu vois finalement c'est de la chance ce que tu as fait avant et voilà à force Ils de t'ont pas faire réécrit fin octobre. ben ouais, là du coup ils réécrivent plus. Enfin oui, peut-être ils réécrivent différemment, mais tu vois finalement à pas vouloir faire comme les autres, à expérimenter, à vouloir aller faire un GR20 et puis un marathon pour tous, voilà ce qui t'arrive, alors que ça n'a aucun rapport. J'ai toujours fait ça, tu vois, mais tout d'un coup ça ressort cette méchanceté là. Ça t'affecte encore ça ou pas? Aujourd'hui je commence à être un peu plus imperméable à ça, mais ça affecte toujours parce que quand ça vient d'un humain normal. T'es humain aussi et on n'est pas fait en fait pour recevoir de la méchanceté, de la haine gratuite. Donc tu as toujours un petit affect qui est là. Mais bon, aujourd'hui, quand tu comprends que finalement la personne qui est malheureuse, c'est celle qui écrit et puis c'est pas toi, tu finis par prendre du recul par rapport à ça. Et à l'inverse, je crois que l'excès de bienveillance dans ces moments-là, c'est pas non plus la chose que tu as envie d'entendre. Oui, tout à fait. C'est un propos que j'avais partagé post-course. La bienveillance est vitale, hein. Sans bienveillance, on meurt, hein. On a besoin de cette bienveillance humaine pour pouvoir avancer dans la vie. En revanche, quand on a un gros échec, quand on se cogne fort la tête, j'ai remarqué que cet excès de bienveillance too much, c'est pas grave, passe à autre chose. Oh, c'est rien, c'est juste une course. Oh, une blessure, ça arrive à tout le monde. Mais non, en fait, je veux pas passer par autre chose. Je veux vraiment affronter cet échec. Je veux vraiment prendre une leçon, comprendre ce qui s'est passé parce que c'est pas anodin. Si c'est passé ça, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie au niveau mental, au niveau préparation, au niveau choix de vie qui a amené à cet échec. Et l'excès de bienveillance parfois va te faire tourner la page et tu te projettes sur autre chose sans en tirer les leçons. Et c'est ça que je veux dire en fait. Tu vois, c'est bien sûr qu'il faut être bienveillant, mais c'est cet excès de allez, tourne la page, c'est pas grave, c'est juste du sport. Ouais, il y a le risque que ça se reproduise effectivement. Il y a le risque que ça se reproduise. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu risques de les refaire à l'événement suivant. Quand tu as la déception de l'instant, là, au moment où tu as pris ta décision, à quel moment tu commences à te dire que ça peut mettre en péril la suite de ta saison et la diag, etc., que tu considères à ce moment-là? Est-ce que c'est une pensée qui vient tout de suite où tu vois déjà le péril qui pèse sur l'après? Ou est-ce que ça vient bien après et que tu es d'abord dans digérer ce qui est en train de se passer non, sur ton ça UTMB? commence dès la course. Quand tu es à un niveau de douleur de quasiment 10 sur 10 dans le col de la Seigne, à pleurer et à te dire, à y penser que dans 1 mois et demi tu as la diag, tu te dis mais c'est pas possible que ce niveau de douleur je le fasse descendre à 0 sur 10 en 1 mois et demi. Donc ça rajoute encore une couche de déjà que je vis un calvaire et en plus je rate cette course de cœur que je veux faire depuis des années et ça fait juste rajouter des éléments de difficulté émotionnelle dans la tambouille. Et donc le mois de septembre est extrêmement difficile. Pour tout te dire, à J-7, je n'étais pas sûr de prendre le départ de cette Diagonale des Fous.
Tu décides de te faire accompagner à ce moment-là. Oui. On a évoqué le mental tout à l'heure, je pense que c'est la Et- deuxième brique qu'il et- faut poser. Troisième brique, Troisième brique. ouais, le coach, l'agent Exactement, et ouais. le préparateur mental. Ouais. Éric Lacroix. Oui, tout à fait. À quel moment tu te dis, ok, là, il faut que quelqu'un m'aide? Bah, à quel moment? Au moment où je me lève le matin, en septembre, je vois mes chaussures, j'ai envie de vomir dedans, mais j'ai pas envie d'aller courir. Et j'ai des pensées en fait, dans ma tête, j'ai des réflexions et j'essaie d'aller dedans pour trouver des solutions et j'arrive pas. Je me bute, c'est le brouillon dans ma tête, ça me fait mal à la tête. Je pars marcher dehors, j'ai des angoisses qui remontent et je me dis, ben, en fait, j'y arrive pas tout seul. Je vais essayer de parler à quelqu'un qui va peut-être déverrouiller ces blocages que j'ai. Et c'était vraiment dans une envie d'expérience exploratoire au début. Je connaissais pas que j'ai fait le pas. J'ai une question, Mathieu, sur le why, là, le questionnement du why, le pourquoi fondamentalement tu fais les choses, que tu as Oui. compris qu'il fallait rechallenger ou tu t'étais finalement, Oui. je mets les mots à ta place, mais en tout cas éloigné du plaisir, enfin du goût de l'aventure pour aller plus vers de la performance. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a un peu cette quête de retrouver l'inattendu, le goût de l'inattendu et le plaisir de l'inattendu. À quel point enfin, pour moi, tu es quelqu'un de très rationnel, très structuré, très scientifique. Ton passé d'ingénieur l'atteste aussi. Tu as vraiment besoin des deux, en fait, c'est d'avoir une certaine forme de maîtrise importante, mais aussi d'avoir un lâcher prise. Enfin, les deux peuvent coexister. C'est ça qui est aussi important pour toi, d'avoir ces deux versants. Ouais, tout à fait. J'aime bien essayer d'être à peu près 50-50 sur le cartésien artiste. Ok. J'aime beaucoup laisser de la place à la magie, à l'art, au lâcher prise, à l'instinct, à la perte de contrôle, à l'adaptation. Mais j'aime aussi cadrer, essayer, mettre dans des cases. Mais je crois que être 100% dans l'un ou dans l'autre est pas forcément bon. Donc c'est pour ça que j'essaie de à peu près trouver un équilibre entre les deux. Et cette notion de pourquoi aussi illustre très très bien ce côté plus émotionnel, artistique. Et c'est marrant parce que c'est clairement le cordonnier le plus mal chaussé. Moi, la notion du pourquoi, du why est quelque chose qui est hyper important dans mon existence. Je le partage énormément. Je conseille les gens de le faire, cet exercice-là. Et cette année, je suis passé à côté, quoi. Et je le dis, le pourquoi est évolutif. Il faut y repenser. Quand on s'inscrit à une course, quand on se met sur un objectif, répondez à la question pourquoi vous voulez faire. Et si les pourquoi qui sortent, alors parfois ça prend pas 5 minutes pour sortir, ça prend quelques introspections. Et si ce pourquoi qui sort, il n'est pas en relation avec vos valeurs et avec ce qui va vous motiver et vous donner l'énergie à aller réaliser ce cheminement, il y a des fortes chances que ça marche pas. Et là, clairement, quand j'y repense à UTMB, il n'y avait pas de perte de contrôle, il n'y avait pas d'aventure, il n'y avait pas de découverte de paysage, il n'y avait pas de nouveauté. Il n'y avait que de la performance. C'est Mathieu, tu as fait 3e à l'UTMB, tu as fait 2e à l'UTMB, tu as fait 4e à l'UTMB, ben maintenant tu vas essayer de le gagner cet UTMB. Et quand tu es, en tout cas pour moi, hein, pour d'autres personnes ça peut fonctionner, mais quand je suis sur une ligne de départ et que le pourquoi il est tourné à quasiment 100% que sur la performance en mode aujourd'hui je suis là pour gagner, ben en fait ça a commencé quelques semaines avant. La tête veut pas, donc le corps te le dit, et puis finalement ça marche pas. Il y a un des exercices que tu as fait avec Eric, qui était le mettre dans un tableau les bénéfices versus les Oui, risques. tout à fait. C'est ça qui t'a à un moment aidé à basculer en remplissant la colonne des bénéfices Oui. et en allégeant celle des risques? Exemple très concret, quand on commence l'exercice, il me le fait faire en live. On est en visio, il est à la réunion, il me dit tire une ligne au milieu de ta page parce que j'ai toujours mon stylo et on travaille beaucoup à l'écrit pour aussi le côté visuel. Et donc il me dit risque, bénéfice d'aller faire la diagonale des fous. Allez, on le remplit ensemble. J'ai rempli que la case de risque, quasiment. Il m'a dit bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensemble pour voir à quel point tu vas pouvoir équilibrer le tableau. Et si on réussit à avoir plus de bénéfices que de risques, peut-être que ça serait un indicateur qu'il faut que tu prennes le départ de ce grand raid. Tu prends donc le départ de ce grand raid avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, même une semaine avant dans l'avion, tu étais encore dans l'hésitation et c'était un vrai ressenti. Ça a été au regard de ta performance derrière, on pouvait se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il nous dit Mathieu? Il est dans le doute alors qu'il a écrasé la course. Mais au final, c'est vraiment ce que tu as ressenti. C'était Ouais. l'héritage de ta situation à ce moment-là. Comment tu te sens là sur la ligne de départ? Tu as fait tout ce chemin-là avec Eric. Tu es là pour la bonne raison? Celle qui t'anime en tout cas à ce moment-là? Je suis apaisé après tout ce que je viens de traverser de manière intense et courte. On parle d'un mois et demi entre l'UTMB et la Diagonale des Fous. Et j'ai trouvé des réponses. J'ai réussi à mettre des mots, à verbaliser cet échec, à comprendre en partie ce qui s'était passé. Et ça m'a apaisé en fait. Ça m'a enlevé beaucoup de poids sur les épaules. Et sincèrement, sur cette ligne de départ, j'étais serein.
j'avais aussi réussi à faire disparaître ce besoin de performance par rapport à la casquette d'athlète professionnel que je suis. Et ce qui est cool, c'est que parfois aussi dans notre sport, on peut être dans cette optique de aujourd'hui j'y vais, allez, me faites pas chier, j'y vais pour du plaisir. Cette diagonale, elle est extrêmement difficile. Et être rien que finisher, c'est déjà un exploit. C'est pas une mince affaire, hein. C'est ok, on parle de position, de temps et tout. Mais quand j'ai vu que ma famille, mes amis, moi-même, mes partenaires étaient ok avec ce projet de par là-bas, retrouve des sensations et essaye d'être au moins finisher, j'étais très très serein avec ce projet-là. Il y avait donc ces intentions qui étaient très claires et qui t'ont donné beaucoup de sérénité. Même question que tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu as réussi? On n'a pas le temps de rentrer dans le théâtre de ta course, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi? Quel sentiment de maîtrise tu as eu, de plaisir? Comment, une fois que tu étais dans le vif du sujet, comment est-ce que tu as vécu cette course et selon toi, ce qui a fait qu'il y a eu ce résultat exceptionnel? Un petit peu à l'image de la Maxi Race, j'ai fait évoluer ma stratégie de course au fur et à mesure. On est parti du premier kilomètre, moi je suis pas sûr d'être finisher, à peu près à la mi-course en me disant je vais peut-être être finisher, et dans le dernier kilomètre je vais peut-être la gagner, quoi. Donc il y a eu quand même Aussi tard que ça, ouais. Ah T'as oui, vraiment oui, eu, oui, bah, avec si Jean-Philippe. si tu Ouais. connais la diagonale des fous, jusqu'à la route avant le stade, là, la dernière descente, je peux te dire que d'ailleurs j'ai failli laisser un genou et une tête, hein. Donc j'ai tapé dans une roche la tête dans la dernière descente, donc jusqu'au bout, je peux te dire que c'est pas fini. Mais ouais, c'est ça qui est bien fait. J'étais dans un groupe au début, j'étais pas dans une optique de m'arracher, j'étais confortable, j'ai laissé un petit peu mes sensations aller. Je t'avouerai, ce qui a été le plus difficile, c'est au kilomètre 30 à peu près, quand j'arrive au ravitaillement en première position, et où là je me fais une réflexion, je me dis mais attends, mais il y a un truc que je comprends pas là. Il y a encore quelques heures en arrière, j'étais pas sûr de finir la course. Je suis en première position. Est-ce que j'ai fait une erreur de pacing? Je me répétais ça. Est-ce que j'ai fait une erreur de pacing? Je me disais, mais en fait, tu te sens très bien, t'es pas essoufflé, t'as pas mal aux muscles. Bah écoute, arrête de te poser des questions, avance et puis tu verras ce qui se passe, quoi. Ça a été vraiment le moment le plus difficile où j'ai eu une réflexion en mode j'ai beaucoup douté à ce moment-là. Et puis après, les bonnes sensations continuant, je suis resté sur cette dynamique-là, hein. Tu connaissais Jean-Philippe Choumi? Vous avez déjà eu l'occasion de vous croiser? Oui, 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 je connais Jean-Philippe, on a pas mal couru ensemble. Alors la première fois qu'on a fait un bon bout de course ensemble, c'était au Mute à Madère. J'avais vu ses qualités de descendeur dans la première descente du Mute, hyper technique, mouillé dans des roches, j'avais été vraiment impressionné. Je me souviens avec Jean-Philippe aussi, on avait passé beaucoup de temps ensemble sur l'UTMB 2023. Jean-Philippe et Thibaut Garivier m'avaient rattrapé à la sortie du ravitaillement de Courmayeur. Donc on avait fait toute la montée ensemble jusqu'à Bertonne, tout le balcon jusqu'à Arnouva, la montée du Grand Col Ferré, la descente du Grand Col Ferré. Ouais, un athlète exceptionnel, très très fort, beaucoup de ressources, un athlète rigolo aussi, Sacrée avec personnalité, beaucoup, ouais. beaucoup d'humour et très très agréable de passer tout ce temps avec lui. Puis un athlète d'expérience aussi sur la Diagonale des Fous. Quand tu découvres cette course et que tu dis, mais si je suis premier, c'est peut-être que je suis parti très vite et que comme tout le monde t'a dit avant que tu le payes très très cher à la fin. Quand tu te retrouves avec Jean-Philippe dans Mafat, qui l'a fait plusieurs fois, tu te dis bon, s'il est là à ce moment de la course, qu'il l'a fait plusieurs fois, on devrait être dans un pacing pas trop mauvais, quoi. Donc c'est rassurant aussi d'être avec des athlètes comme ça. Mathieu, tu as remporté la course en 23h25, quarantaine de minutes devant Jean-Philippe Choumi et Ben Diman aussi, avec qui tu as, je crois, fait le début de course. Oui, C'est tout à un fait. bon petit moment. C'est difficile de comparer parce que les kilomètres sont pas les mêmes, etc. Mais en tout cas, ça peut être considéré en tout cas comme le record de la course compte tenu de sa longueur cette année et de sa difficulté. Qu'est-ce que cette victoire, est-ce qu'elle peut aussi créer enfin, il y a de la satisfaction, il y a du plaisir. Est-ce qu'à côté de ça, il y a des choses, des travers auxquels il faut faire gaffe aussi de pas tomber, que ça influence pas mal la suite, tu vois, de pas s'enflammer, enfin je sais pas comment le dire, tu vois, mais de garder aussi la tête bien sur les épaules quand on sort de ça? C'est une excellente question et c'est exactement la question que j'ai posée à Eric Lacroix une semaine après la course. Je me suis assis avec Eric, donc en préparation mentale, je lui ai dit Eric, on ne peut pas être imperméable à un tel résultat, à une telle émotion, à une telle attention qu'on a reçue. Eric, est-ce que j'aimerais savoir qui je suis aujourd'hui après la diagonale et j'aimerais aussi savoir qui je veux être dans le futur. Et ça, c'est des questions qui sont très difficiles à répondre. Ça demande de l'introspection. Et je suis encore un petit peu dedans au moment où on se parle. Ce qui est sûr, c'est que il faut plutôt regarder quelle personne avant la diagonale des fous
était Mathieu qui l'a amené à avoir ce résultat. Et c'est cette personne-là, en fait, qu'on veut essayer de conserver. Donc, c'est ce truc-là sur lequel on travaille. Après, naturellement, quand tu gagnes une course, tout d'un coup, tu as toute cette attention qui arrive en plus. Et naturellement, ça rajoute encore une fois cette charge sur tes épaules et qui fait partie de la vie de champion. On ne peut pas l'éliminer. Ça fait partie du truc, ça fait partie du boulot. Maintenant, c'est comment tu gères ça pour pas que ça ait un impact négatif et délétère sur ta santé mentale et physique qui peut amener des dérives comme celle que j'ai eue sur l'UTMB 2024. Donc c'est tout ce travail. Mais voilà, après l'idée c'est encore une fois d'en prendre conscience et que quand les signes arrivent, quand les sensations arrivent, d'essayer de faire la connexion que ce qui est arrivé avant, les signes étaient présents aussi, mais de les capter, ces signes, ces murmures, de les capter et de changer le cap tout de suite, quoi. On tourne un petit peu la barre et on change le cap à ce moment-là et pas tracer dans la mauvaise direction. Mathieu, tu as prolongé ensuite au Trail de Rodrigue. On n'a pas tout à fait le temps d'en parler, mais en tout cas, voilà, une nouvelle victoire et puis aussi, j'imagine, beaucoup de plaisir à vivre, cette course. Le petit bonus qui fait mal, mais qui est quand même agréable. Ouais. Et ensuite, tu as rangé les baskets, saison terminée. Est-ce que c'est une période que tu arrives à bien sanctuariser aujourd'hui, à bien cadenasser? Et puis, est-ce que quand tu dis que tu arrêtes, ça veut dire réellement plus courir du tout? Ça veut dire juste alléger significativement? Comment ça se traduit concrètement? Alors déjà, d'être dans une circonstance où tu arrêtes de courir au moment où tu as le plus envie de courir de l'année, c'est quand même une bonne disposition. Ça veut dire que si déjà je suis dans un niveau d'envie aussi élevé, qu'est-ce que ça va être au printemps prochain? Pour répondre à ta question, je coupe jamais à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué à la sauce la clinique du coureur, à la physiologie humaine, à la physiologie des kinés. Et l'arrêt complet n'est jamais bon, surtout sur la reprise. En revanche, c'est sûr que la charge globale diminue de manière drastique. En hiver, je ne vais jamais faire plus de 2 sorties de course à pied par semaine. Et ça va rarement dépasser l'heure ou vraiment, si j'ai fait une belle balade, les 2 heures. Voilà. Donc c'est vraiment un niveau de charge qui est très bas. Et souvent aussi sur de l'intensité balade. Alors ça ne veut pas dire que des fois je vais monter un peu le cardio, mais je vais balader. Tout d'un coup, il y a une montée, j'ai envie de me pousser un petit peu, mais je ne suis pas dans de l'exercice, dans de la programmation avec du cadre, de 3 minutes à faire, 4 minutes, 5 minutes, de recherche de zone cardiaque. C'est vraiment au feeling. Et voilà, et ça dure comme ça tout l'hiver. Mathieu, avant de se quitter, et qu'on se parlera très rapidement de 2025. Mathieu, pour résumer l'année, je vais demander de façon un petit peu synthétique de piocher chacun des papiers qui est juste là et donc de me dire à quel moment tu associes, si on doit vraiment regarder toute l'année 2024 dans le rétro. Le moment le plus surprenant. Tu peux mettre du perso, tu peux mettre Édouard VII, la famille, ça peut être du sportif, c'est ce que tu veux, libre à toi. Ce qui m'a le plus surpris dans l'année, c'est quand même les sensations que j'ai eues sur la Diagonale des Fous. C'est surprise totale, c'est surprenant. C'était pas prévu de gagner cette course, donc c'est la surprise la plus puissante de l'année, clairement. Alors, on va être sur le moment dont tu es le plus fier. Le moment dont je suis le plus fier. Il y a un moment qui m'a marqué quand même, encore une fois sur cette Diagonale des Fous, lorsque j'arrive, que je déchire la ligne d'arrivée. Sur ma gauche, il y a ma mère, il y a mon père, il y a mon beau-père, il y a des amis, il y a mon petit frère Lucas, et tout le monde pleure, pleure à chaudes larmes. Du coup, ça me fait pleurer aussi, et j'ai cette fierté, évidemment, de ma victoire personnelle, mais aussi cette fierté d'amener des bons moments familiales. C'est des moments qui sont hyper précieux. J'ai vécu 10 ans au Canada, je vois mes parents vieillir et je me dis ça, c'est des moments qu'on ne nous volera pas. C'est des moments de souvenirs très forts et ça me donne une fierté incroyable d'avoir réussi à amener des proches qui, il y a quelques années en arrière, disaient bon, la course à pied, c'est nul, à les faire pleurer à chaudes larmes sur une île au milieu de l'océan Indien. Parfait. Le moment le plus décevant, on l'a dit, le moment le plus décevant, de me retrouver à crapahuter entre l'Italie, la Suisse et la France autour du massif du Mont Blanc. Parce que même si j'avais mal, j'avais quand même travaillé énormément en amont, et des heures j'en fais, et puis arriver sur une course à laquelle tu penses depuis des semaines et des semaines, à laquelle tu te lèves tous les matins pour t'arracher, et que finalement, c'est un peu comme un examen que tu te prépares, et puis le jour de l'examen, tu sais pas répondre aux questions, quoi. C'est dur. Donc, très très grosse déception, mais
avec beaucoup de vertu. Plein d'enseignements. On a vu le rebond a été réussi. Le moment le plus précieux. Le moment le plus précieux. Ouais, le moment le plus précieux, c'est. Encore une fois, je reviens sur mes proches, c'est quand ils ont cette empathie, cette capacité à capter aussi la détresse dans laquelle tu peux être après un dur échec et de te rendre compte que finalement, dans ce sport qui peut paraître banal, que finalement ils comprennent que c'est pas si banal que ça pour toi. D'où l'importance aussi de communiquer avec eux dans le projet global, de leur expliquer à quel point ce projet est important. Parce que ça va être très précieux le moment où ils vont être là pour te tendre la main dans les moments difficiles. La petite dernière. Le moment le plus improbable. Le moment le plus improbable. Si c'est dur, j'en ai une autre à te proposer. Le moment que tu aimerais revivre. Si ça te chauffe. Le moment que j'aimerais revivre, la disposition émotionnelle dans laquelle j'étais au départ de la Diagonale des Fous. J'aimerais revivre aussi cet état de flow que j'ai ressenti sur la Diagonale des Fous, que j'avais aussi ressenti à l'UTMB 2022, que j'ai un petit peu ressenti à la Maxi Race, mais j'ai quand même eu très mal à la Maxi Race à des moments. J'aimerais trouver les clés pour le reproduire. Je crois qu'il y a une part de magie là-dedans, on ne les trouvera jamais. Mais si je pouvais le revivre sur une nouvelle course, franchement, je le prends. Merci beaucoup Mathieu. Avant qu'on se quitte, je voudrais quand même qu'on se parle de au moins 2 rendez-vous sur 2025. À court terme, tu l'as dévoilé hier pendant la conférence. Tu vas aller dans le grand froid, dans le Yukon. Ça va arriver vite, c'est en février. Oui. Tu peux nous parler de ce projet en quelques phrases ? Ça fait longtemps que je suis dans des projets de course assez cadrés, où j'ai un peu la tête baissée, dans des projets autres que la course aussi, entrepreneuriaux. Je fais beaucoup de trucs et je trouve que je passe quand même beaucoup de temps en ville. Même si je réussis à faire mes longues sorties en montagne, mais voilà, j'ai besoin d'une grosse aventure là pour me retrouver avec moi-même, pour me challenger, pour ressentir de la peur. C'est ce truc cliché, mais sortir de ma zone de confort très très loin là, tu vois. Et j'ai cherché, j'ai lu, j'ai vu, et puis voilà, le Canada, c'est un pays qui m'a énormément marqué, et je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans avoir vécu dans ce magnifique pays. Le Canada, c'est immense, et il y a une zone en haut à gauche, là, nord-ouest, qui s'appelle le Yukon, qui est la zone la plus sauvage. Voilà, c'est là qu'a été tourné avec Leonardo DiCaprio, The Revenant, tu vois un peu le décor, quoi. Ouais, je vois bien, ouais. Il y a quelques ours, quelques loups, et c'est assez sauvage. Un peu menaçant les ours, 3 fois. Voilà, beaucoup d'histoires aussi très inspirantes pour moi. Jack London, L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, où il a été chercher toutes les inspirations là-bas. J'avais envie de faire quelque chose là-bas, et donc voilà, de fil en aiguille, en me renseignant, je suis tombé sur cette course qualifiée comme une des courses les plus dures du monde, qui s'appelle la Yukon Arctic Ultra. Voilà, qui a lieu chaque année au moment le plus froid de l'année, la première semaine de février. Il s'agit d'un format d'environ entre 600 et 700 km en fonction des bifurcations qu'ils vont prendre, en fonction des rivières, si elles sont gelées ou pas, en autonomie totale. Donc en gros, point A, point B, tu te débrouilles pour aller le plus vite possible dans cette nature ultra sauvage avec tout un équipement de survie que tu vas avoir dans ta luge derrière. Ça me passionne, ça me fait très peur aussi. Je suis en train de doucement m'y projeter, et c'est ce qui va drastiquement occuper mon calendrier dans les prochaines semaines. Il y aura les cadeaux de Noël à faire, et puis il y aura ça qui va prendre pas mal de place Ouais, aussi. à Noël, il faudra m'offrir des chaussettes chaudes, par exemple. Mathieu, il y a eu aussi une bonne nouvelle pendant le week-end, le tirage au sort de la Hard Rock. Tu fais partie des heureux élus. Il y en a un certain nombre. Il y a quelques Français aussi qu'on sera très content de retrouver là-bas, d'autres compagnons. Tu y seras donc à cette Hard Rock ? Oui, ben écoute, j'y serai encore une fois, j'ai le dossard. Maintenant, je vais aspirer voilà, que j'ai des étoiles assez bonnes au bout de la tête pour arriver avec des dispositions de santé et mentale le jour de la course pour pouvoir y participer. Maintenant, tu l'as dit, il y a un Yukon avant, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir une course préparatoire aussi probablement en amont. C'est loin, mi-juillet, donc il peut se passer beaucoup de trucs. Mais en tout cas, je vais tout faire pour honorer ce dossard et pour être dans les meilleures dispositions à Silverton, mi-juillet, dans le Colorado. On espère t'y voir le 11 juillet, on sera là. 11 juillet, ouais, exactement. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 ? Qu'est-ce qui fera que ton année sera réussie ?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? C'est de bien me reposer cet hiver, de pas trop me disperser parce que je suis quand même assez hyperactif, parce que l'année va être difficile. Donc, souhaitez-moi de bien me reposer, de trouver voilà, la recharge cet hiver dont je vais avoir besoin pour affronter cette nouvelle folle année. Matt, dernière question. Il y a 10 ans, tu posais tes valises d'ingénieur à Montréal. Où est-ce que tu le vois dans 10 ans? Tu auras 47 ans. Est-ce que tu seras athlète? Est-ce que tu seras réalisateur, producteur? Est-ce qu'il y a encore entrepreneur? Est-ce que tu penses à ça parfois? Est-ce que là aussi, il faut de l'imprévu? Oui, j'y pense. Alors, j'aime pas me projeter trop loin dans le futur, mais disons que j'aime bien me rassurer un petit peu aussi, hein. J'ai eu la chance récemment d'aller à un super événement qui s'appelle les Étoiles du Sport, qui rassemble les meilleurs athlètes français olympiques post-Jeux olympiques. Et donc, j'ai vu beaucoup de joie, beaucoup de passion, mais j'ai vu beaucoup de détresse aussi. Ok. J'ai vu beaucoup de détresse sur soit un projet sportif qui s'arrête parce que le cycle olympique s'arrête, soit parce que la carrière va s'arrêter aussi. Et ce qu'on qualifie de petite mort, que j'avais déjà entendu, je ne l'avais jamais vraiment expérimenté, je ne l'avais jamais verbalisé et discuté avec des personnes, et c'est des moments qui sont très très difficiles. Et ce que je comprends, c'est que pour éviter cette petite mort sportive, il faut quand même anticiper un petit peu la suite. Alors je dis pas anticiper dans le sens coffrer, se mettre bien, tout ça, c'est plutôt commencer à imaginer, quand on est ultra trailer, on a un niveau d'énergie qui est quand même assez important, de trouver des passions dans lesquelles on va peut-être pouvoir se reconstruire dans le futur. C'est pour ça qu'en ce moment je suis aussi dans un peu touche à tout. Je touche un petit peu l'entrepreneuriat, je touche un petit peu voilà, à d'autres sports. Je mets un gros pied aussi dans le monde de la voile parce que c'est un monde qui me passionne. Donc voilà, c'est dur. Je pense qu'à 47 ans, soit je suis encore un ultra trailer professionnel si je réussis à maintenir un niveau de santé assez fort, soit je suis un hybride ultra trailer navigateur, soit je suis un navigateur à 100%. Parfait. On sera là en tout cas pour te suivre dans ces nouvelles aventures et ces nouveaux chapitres. Merci beaucoup Mathieu, c'est toujours un immense plaisir Merci, d'échanger Guillaume. avec toi. Je te souhaite évidemment le meilleur pour cette nouvelle année et puis bravo pour cette année 2024 qui a été une grande réussite. Merci à Shox qui a été partenaire de cet épisode. Donc je le disais en préambule, si vous êtes intéressé par les produits Shox et vous cherchez des idées pour Noël, il y a un code promo course épique, donc EPIC24 qui vous donne 10 € de remise supplémentaire sur le site shox.fr jusqu'à fin décembre, le 31 décembre. Et en attendant, l'Open Swim Pro est en promo avec une remise de 20% jusqu'au 18 décembre. Donc dépêchez-vous parce que cet épisode sort le 17 décembre. Donc foncez si vous voulez profiter de cette promo. Et puis l'Open Run Pro 2 dont on a parlé aussi avec Mathieu est disponible au prix de 199 €. Merci Mathieu, je te libère, il y a ton train qui t'attend. C'était un super moment. À bientôt et bonne fête. Ben merci, bonne fête, merci à tous tes auditeurs et puis à bientôt j'espère. Avec plaisir. Salut Matt. Salut.